Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. Tout d'abord, mesdames et messieurs, Asgas Amgas, très bonne année à Mazir à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs à partir de 21h. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec toute l'équipe, à commencer par Gamal Abinar. Bonsoir Gamal. Bonsoir. Bonne année à tout le monde. Badis Nissa est également avec nous. Bonsoir Badis. Bonsoir Asgas Amgaz. Bonne année à vous aussi, Badis Nissa. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Asgas Amgaz. Bonsoir Faisal Matawi. Et puis il y a également Mahdi Razal. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Asgas Amgaz. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'Algérie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce mois de janvier, l'action diplomatique algérienne intensifie son action donc au niveau international, mais aussi sur le plan continental. Le débat du soir sera consacré à l'acharnement de l'extrême droite et des médias français contre l'Algérie. À la lumière des dernières déclarations du président Emmanuel Macron, une campagne de haine sans précédent. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra pour parler de la célébration de Yenayer, le nouvel an à Mazir, entre profondeur historique et richesse culturelle. Et on entame donc cette édition avec l'activité présidentielle, à commencer par ce message adressé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un message de félicitations à Joseph Aoun à l'occasion de son élection à la présidence de la République libanaise, le Liban donc pays frère, dans lequel il a donc assuré de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les deux pays. Faisal. Absolument, c'est un message adressé par le président Abdelmadjid Tebboune, comme c'est Joseph Aoun qui a été élu par le Parlement libanais. Il faut dire que le Liban a attendu 2 ans depuis la fin du mandat de M. Michel Aoun, c'était en octobre 2022. 2 ans donc à essayer d'élire un président, c'est déjà le cas. Et c'est bon pour ce pays meurtri, un pays qui a beaucoup de difficultés. Et le président Tebboune, dans son message, il a souligné le fait que l'Algérie nourrit l'espoir. Il y a un problème avec votre micro, Faisal Matawi. Le temps que ce soit réglé, on revient vers vous, Badis Nissa. Donc, les relations qui lient les deux pays, donc l'Algérie et le Liban, sont des relations historiques. Des relations historiques, des relations solides, des relations aussi pérennisées par justement l'attitude des uns et des autres altruistes, puisque la diplomatie algérienne s'est tout de suite inscrit dans une démarche de soutien, de support, mais surtout aussi d'accompagnement. Comme ça a été dit effectivement par Faisal, le Liban subit des défis multidimensionnels, notamment que ce soit des défis internes ou des défis externes, notamment sur ses frontières. Le Liban est victime également d'un projet expansionniste sioniste, notamment sur lequel on a besoin d'avoir un Liban fort, un Liban uni, un Liban surtout avec une vision. Donc quoi de mieux qu'effectivement, justement aujourd'hui, de franchir cette première étape, à savoir l'élection du président, donc par les représentants notamment du peuple, les députés. Et d'ailleurs, à ce propos, la tradition est respectée, puisque nous avons un président donc chrétien maronite. Ouais. Dans un second temps, on désignera un premier ministre musulman sunnite. Et je dirais, la boucle est bouclée, et le Liban sera à même de pouvoir justement compter notamment sur des pays comme l'Algérie pour, je dirais, surpasser cette adversité, ces défis notamment qui, ô combien, sont importants, tant sur l'aspect interne économique, social, mais aussi externe, à savoir renforcer, consolider, capitaliser l'unité des Libanais avec un pays comme l'Algérie comme soutien. Mahdi Razar, l'Algérie soutient du Liban. Notamment dans cette période difficile que vit le pays. L'Algérie a toujours soutenu, soutiendra dans le futur toujours le Liban, parce que le Liban et son peuple sont des pays frères, sont un pays frère, et que l'Algérie s'est toujours mis du côté du Liban, quelle que soit l'adversité. Il faut savoir que le Liban a subi une très grave guerre, une violation de sa souveraineté, que l'Algérie s'est portée aux côtés du Liban avec, on se rappelle tous, avec les porte-bateaux, enfin les bateaux de carburant par rapport à la grande centrale électrique qui en avait besoin, avec les fonds, avec des denrées de nourriture et de médicaments. L'Algérie sera toujours là, surtout en cette période très trouble avec l'agression qu'ils ont subie
de l'armée sioniste. Et ils continueront justement à être du côté toujours des peuples opprimés. Le Liban est un magnifique pays, est un sublime pays avec un peuple extraordinaire, un peuple qui est... Honnêtement, pour moi, c'est une sorte d'exemple, un exemple du mélange des peuples et des religions. Le Liban a toujours été un pays prospère. Avec cette élection, j'espère qu'ils retrouveront la stabilité qui doit être la leur et la prospérité qui doit être la leur. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. On rappelle également que l'Algérie a envoyé des médecins urgentistes au Liban, il faut le rappeler, pour donc venir en aide au peuple libanais. L'Algérie qui continue son action au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle le préside en ce mois de janvier. On écoute le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité, l'ambassadeur Ammar Benjamah, qui revient justement sur l'action algérienne, notamment dans le volet syrien. Instaurer un avenir radieux pour la Syrie nécessite la participation véritable de tous les Syriens, et en particulier les femmes et les jeunes. En deuxième lieu, l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie sont autant de principes que défendent vigoureusement les A3+. Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à diviser la nation syrienne ou à en annexer quelque partie du territoire qui soit, ou encore de violer de quelque façon qui soit la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Ammar Benjamah. Je reviens vers vous, Faisal Matawi. Le problème est donc réglé. L'Algérie défend l'intégrité territoriale et un dialogue politique apaisé. Oui, le problème du sang, apparemment, il est réglé, tant mieux. Effectivement, on disait tout à l'heure que l'Algérie joue un grand rôle au sein du Conseil de sécurité, même avant sa présidence, parce que l'Algérie préside actuellement le Conseil pendant un mois. Avec M. Ammar Benjamah, à ouvert plusieurs dossiers, notamment la situation à Gaza, la situation en Syrie, la situation au Soudan également, et bientôt pour la Libye, parce qu'il y a toujours une crise en Libye. Et sur la Syrie, donc l'Algérie avec le groupe de A3+1 qui compte le Mozambique, le Sierra Leone et aussi les représentants des Caraïbes, a plaidé pour une solution politique en Syrie, pour la lutte contre le terrorisme. Elle a salué le maintien des agences onusiennes, notamment aux postes frontaliers. Elle a insisté aussi, parce qu'il s'agit d'être concret, au-delà des divergences politiques, parce que la Syrie est en train, c'est aux Syriens de trouver une solution, une réconciliation nationale, parce qu'il y a une discussion pour ça, pour une nouvelle constitution, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est par apporter une aide humanitaire, parce que la Syrie, il y a un grand problème humanitaire. M. Benjamah a parlé de 16 millions de Syriens qui sont touchés par cette guerre, parce que ça a duré 13 ans. Et donc il s'agit de travailler, la communauté internationale doit travailler sur ces aspects pour permettre à la Syrie au moins de trouver une voie et éviter d'autres problèmes, parce que le monde arabe a connu des problèmes similaires, notamment en Libye, notamment en Libye qui cherche toujours une solution. Et l'Algérie plaide aussi pour une solution politique inclusive en Libye et d'autres régions. Et cette activité, cette dynamisme de la diplomatie algérienne contribue à trouver des solutions dans l'apaisement, loin des ingérences étrangères et loin aussi des solutions militaires qui, on l'a vu, n'ont pas donné de résultats en Syrie ou ailleurs dans le monde arabe. À retenir également cette semaine cette victoire pour la diplomatie algérienne, fruit d'un processus de négociation intense d'une année entière sous la présidence algérienne du Comité contre le terrorisme. L'approche algérienne en matière de lutte contre le financement du terrorisme a été adoptée. Donc cette semaine, une réalisation diplomatique majeure qui établit un nouveau cadre international pour faire face aux défis posés par l'évolution rapide des technologies financières. Gamal Abelna, c'est une consécration pour la diplomatie algérienne dans la lutte contre le terrorisme. Tout à fait, j'ai quand même une pensée pour la première partie, vous aviez évoqué la question du Liban. Rappelons que la Suisse du Moyen-Orient, depuis 50 ans, subit des guerres, des agressions, une destruction systématique de l'économie, une instabilité politique chronique et une occupation illégale du Sud-Liban avec les fermes de Sheba. Donc une pensée pour ce peuple frère, parce qu'effectivement, il est nécessaire de les soutenir. Gamal, si je peux me permettre, en 1975, 1500 étudiants, c'était la guerre civile au Liban déjà, c'est pour ça que je reviens sur ça, c'était la guerre civile au Liban en 1975, et l'Algérie avait accueilli 1500 étudiants, qui sont tous repartis avec diplôme
en poche de médecins, architectes, des cadres supérieurs et qui sont repartis au Liban justement pour développer leur pays. Donc quand tu dis 50 ans de guerre incessante qui frappe le Liban, c'est une exactitude parfaite. Voilà. Surtout sur un pays très cultivé comme le Liban. C'est Exactement, exactement. Donc on avait quand même la fine fleur de la culture arabe au Liban qui a été rasée par les guerres voulues par les sionistes. Et malheureusement aujourd'hui, même si c'est un pays confessionnel, il y a cette problématique. Maintenant, concernant la question algérienne, effectivement, on a une multiplication de victoires diplomatiques qui ne sont pas anodines. D'abord parce que l'Algérie on a voté pour elle, pour qu'elle soit membre de ce Conseil de sécurité. Ensuite, parce qu'elle est considérée comme étant un pays sérieux, un pays stable dans la mesure où, sur un plan politique, on est le seul pays, ça a été rappelé plusieurs fois, qui a vaincu le terrorisme, ce qui n'est pas anodin, et qu'aujourd'hui, elle présente ses bons offices à des pays qui ont besoin de soutien. Donc il me semble essentiel, effectivement, de rappeler que l'Algérie a à cœur une idée principale, c'est l'intégrité, ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, qui vient après la décolonisation, de faire en sorte que tous les pays dont on voudrait les fractionner, et je donne 3 exemples tout simples, vous avez le Soudan qui est fractionné maintenant, fracturé en 2 entités, voire 3 avec une guerre civile. La Libye, on voudrait faire 3 entités différentes, faisant tripolitaine et cyrénaïque. L'Irak, qui a été fractionné en 3 entités. Tous ces pays-là ont subi l'agression américaine, il ne faut pas le perdre de vue. Et ces pays-là n'ont pas vocation à être détruits de la façon dont on veut les détruire. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Algérie propose des solutions qui ne passent pas par le militaire, mais par le diplomatique. Et on espère effectivement que ces solutions aboutissent. Preuve en est, la question libyenne, 14 ans de guerre civile, ça n'est toujours pas réglé. Et malheureusement, la question syrienne aussi est en point d'orgue aujourd'hui, puisque le pays a été pris par l'organisation qui est une organisation d'opposants, dont on dit qu'ils sont islamistes, mais qui est certain, c'est que ce n'est pas les gens avec lesquels on pourra composer facilement. Pour revenir, si vous voulez, Nouhed, à ce que disait Gamel par rapport à votre question et par rapport aux situations dans les pays arabes, parce que le monde arabe, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient ont beaucoup souffert du terrorisme, un terrorisme qui souvent est soutenu de l'extérieur. L'Algérie, donc l'ONU, le Conseil de sécurité a adopté les principes directeurs de l'Algérie par rapport au financement par les moyens technologiques nouveaux. Parce qu'on se rend compte que le terrorisme est parfois financé par les nouveaux instruments financiers, les bitcoins, etc. Et c'est souvent, ça échappe au contrôle des États, ça traverse les frontières et ça aide des groupes terroristes à avoir des armes. Parce qu'on voit que dans la région du Sahel, par exemple, dans certaines régions du monde arabe, il y a des groupes qui sortent de nulle part, qui ont de l'armement, qui ont des financements, qui ont des moyens technologiques, etc. D'où l'argent est venu. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Algérie avait milité au sein de l'Union africaine, également au sein de l'ONU, pour qu'on arrête le financement des groupes terroristes. Parce qu'à un moment donné, il y avait des groupes qui se constituaient, notamment dans la région Sahel, qui kidnappaient des touristes et qui demandaient des rançons. Et des capitales, des pays comme la France, par exemple, ou l'Espagne, ont donné de l'argent à ces groupes pour libérer leurs otages. Peut-être on dira que c'est un État qui voudrait sauver ses ressortissants, mais c'est également une façon de financer le terrorisme. Et l'Algérie avait plaidé à l'époque au sein de l'ONU pour qu'on arrête ce financement, ce type de financement. Ça a été écouté. Et donc l'Algérie, comme l'a souligné Mahdi, c'est une référence en matière de lutte, et M. Gamel, en référence en matière de lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste, ce n'est pas uniquement la lutte armée ou la lutte politique ou culturelle. Il y a aussi le financement qui est le nerf de la guerre de ce type d'action. Badesrinissa, l'Algérie qui a, on le sait très bien, l'Algérie qui a vaincu le terrorisme et son approche justement aujourd'hui est reconnue et consacrée par la communauté internationale. Tout à fait, ça a été dit. Effectivement, l'Algérie est une référence par la légitimité, par la crédibilité aussi de sa lutte notamment, puisque rappelons-le que l'Algérie a lutté seule contre le terrorisme, entendons-nous sur ce point, et l'Algérie a su aussi traverser notamment seule encore une fois, des défis qui soient d'ailleurs internes et externes notamment, puisque ça a été dit aussi, parfois le financement d'ailleurs à l'époque, le financement du terrorisme se faisait par des pays tiers et non des pays tiers avec des facilités notamment de ces pays. Donc il est fondamental aujourd'hui que l'Algérie, dans sa doxa diplomatique et militaire, qu'elle soit disponible, qu'elle soit disposée aussi à aider les pays qui en ont besoin, et principalement les pays du Sahel, mais pas que. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un couronnement, c'est une victoire diplomatique, mais qui, je dirais, était en droite ligne avec, effectivement, la vision de l'Algérie quant à la lutte antiterroriste. Mais je tiens à rappeler aussi un autre axe fondamental. En plus du financement, effectivement, il y a aussi l'axe de la précarité, de la pauvreté, qui est le terreau fertile justement du recrutement du terrorisme. Et c'est pourquoi l'Algérie d'ailleurs, elle s'est attelée depuis quelques années à vouloir justement endiguer la précarité et la pauvreté notamment dans des pays du Sahel pour qu'elle puisse justement endiguer à la fois le terrorisme, le recrutement et l'embrigadement terroriste. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle a mis en place ce fonds à 1,5 milliard notamment pour des investissements et de développement locaux pour les pays qui le souhaitent. C'est dire qu'effectivement l'Algérie a
une radioscopie intrinsèque très fidèle, mais surtout qui tire son essence justement de cette expérience, ce retour d'expérience notamment vécu dans sa chair lors de la décennie noire en l'occurrence. Mahdi Rezar, l'Algérie préconise la lutte, la politique de l'aide au développement justement pour éviter que le terrorisme se propage dans certains pays et dans toute la région du Sahel. Badis l'a si bien dit, le terreau du terrorisme, c'est justement les personnes qui sont en situation de difficulté financière profonde. C'est là où généralement vous avez des pseudo-prédicateurs qui leur disent « venez avec nous, on va faire ça et vous allez vivre de façon bien meilleure ». Donc, le problème, c'est qu'il faut prendre le problème à la racine. Du moment que les personnes ont des occupations, ont des métiers, ont des choses à faire, exactement, et ben automatiquement, ils n'iront pas dans cette direction-là. Et quand tu prends le problème à la source, quand tu essaies de commencer à résoudre ce problème à la source, et ben c'est là où tu t'en sors et c'est là où tu évites d'aller justement dans le cheminement de la terreur et du terrorisme. La seule chose que moi je peux dire, c'est que l'Algérie a la légitimité de parler de ça. L'Algérie a cette légitimité par rapport au vécu, par rapport à la décennie noire que nous avons subie, à la décennie noire qui a meurtri le cœur des Algériens. Et comme l'a si bien dit Badis, l'Algérie est le seul pays au monde, mais on ne le dit pas assez parce que c'est pas vendeur, tu sais, de dire que l'Algérie a réussi à vaincre le terrorisme seul, sans l'aide de aucune ingérence étrangère. Et toute la différence est là. Quand le terrorisme a frappé divers pays à travers le monde, il y a eu une alliance de pays différents pour aller essayer de combattre, et souvent avec un échec retentissant à la fin. Et en se trompant de cible. Et en se trompant de cible, qui plus est. L'Algérie a combattu avec ses forces de police, avec ses forces de gendarmerie, avec son armée nationale populaire, a combattu seule, sous embargo militaire international, sous embargo économique international. Il faut le savoir, c'est que l'Algérie, quand on combattait le terrorisme, les puissances qui se disent puissances des différentes capitales dans le monde refusaient de vendre même des balles à l'Algérie. Rappelons en plus que des le pays était munitions. surendetté. Des munitions à l'Algérie. Et le pays était endetté. Et le pays était endetté. Et nous avons combattu ce terrorisme. Parce qu'il tablait sur l'effondrement de l'Algérie. Exactement, parce que nous étions un peuple solidaire, et nous le sommes encore d'ailleurs, mais nous avions fait face, en quelque sorte, toutes les différents services de sécurité ont fait face la main dans la main pour justement combattre cette idéologie terroriste. Et c'est ça qui est important. Donc, quand l'Algérie parle de terrorisme, ils ont la légitimité d'en parler. C'est quelque chose qui est dans le plus profond de chacun d'entre nous. Il y a du vécu, il y a de l'expertise, il y a un cheminement qui a été fait. Voilà, c'est ça qui est important. Très bien. Alors à retenir cette semaine également, Faisal Mataoui, une réunion du Haut Conseil de sécurité a été présidée ce jeudi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Oui, ces réunions du Haut Conseil de sécurité sont importantes et le président Abdelmadjid Tebboune, depuis son arrivée donc à la présidence de la République en décembre 2019, premier mandat et deuxième mandat, il a toujours tenu à avoir ces réunions cycliques parce que les menaces sont devenues de plus en plus importantes. On parlait... les menaces et les jaloux aussi. Oui, et les convoitises et les aussi, ce que disaient nos amis ici par rapport à ce qui se passe au Sahel, parce que ça ne s'est jamais arrêté, malgré toutes les tentatives des pays africains, les pays qui maintenant sont en train de reconstruire leur armée et qui ont chassé l'armée française qui était là pour soi-disant lutter contre le terrorisme, mais on n'a jamais vu le terrorisme aussi prospérer dans la région du Sahel, même en présence de ces soldats français. Là, il y a des menaces aux frontières, il y a des menaces réelles, physiques, il y a des menaces aussi dans tout le voisinage, des hostilités diplomatiques, politiques. On voit un peu ce qui se passe actuellement, on reviendra tout à l'heure dans l'émission sur l'acharnement qui est apparemment bien organisé par l'extrême droite française contre l'Algérie. Donc il s'agit avec le président, avec tous les différents services de sécurité, de coordonner l'action, de bien se préparer à toute éventualité parce que le chef d'état-major, le ministre délégué à la Défense, le général d'armée Saïd Chengrih l'a rappelé aussi aujourd'hui en installant le nouveau commandant de la garde républicaine. On parle de ces menaces et on a appelant à être vigilant, parce que la vigilance, je pense actuellement, à l'heure actuelle, à l'heure où il y a des menaces, à l'heure où l'Algérie est souvent critiquée pour ses positions par ceux qui ne veulent pas ce développement, et parlait tout à l'heure Mahdi du terrorisme, parce qu'on avait tablé à un moment donné, effectivement, pour que le terrorisme qui avait été bien soufflé de l'extérieur et soutenu, y compris par les moyens idéologiques et politiques, réussissait en Algérie pour en faire ce que s'est passé dans le monde arabe. Et donc ces réunions, à mon avis, sont très importantes.
On retient également que l'Algérie intensifie son action diplomatique sur le plan continental. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, était en tournée sur le continent. Il s'est rendu ces derniers jours en République centrafricaine, au Cameroun, au Bénin et en République du Congo. Mahdi, l'Algérie renforce son orientation vers le continent africain, c'est primordial. Renforce et poursuit surtout son orientation vers le continent africain. Le continent africain est destiné à promouvoir son essor économique, à être un continent émergent et pas un continent en voie de développement. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises que l'Afrique est une priorité de l'Algérie, c'est une priorité. Il l'a martelé, il l'a dit, et les actes sont transmis à travers son ministre des Affaires étrangères qui fait la tournée des capitales africaines pour justement consolider les relations entre l'Algérie et les différents pays. Maintenant, cela va de soi que ça dérange un bon nombre d'autres pays, en l'occurrence européens ou même américains, que justement l'Afrique se gère et se débrouille entre eux. Et ça, c'est pas bon, parce qu'ils perdent en quelque sorte leur terrain. Donc c'est ce qui n'est pas bon. Donc on se crée des ennemis, on se crée des rivaux supplémentaires, et c'est bien dommage, parce que l'Afrique est indépendante, l'Afrique est un continent souverain, où chaque pays décide de ses frontières et avec qui on discute, avec qui on fait du commerce. Et je trouve ça, la politique de l'Algérie, qui est justement d'ouverture vers l'Afrique à outrance, avant de privilégier vers l'Europe ou vers le continent américain ou le continent asiatique, je trouve ça d'une très bonne intelligence. Je pense, Nouhal, si vous permettez, pour compléter ce que dit Mahdi, M. Attaf, qui était donc à Congo-Brazzaville, d'abord l'Algérie entend ouvrir une ligne aérienne vers le Brazzaville, et l'Algérie est en train de renforcer ses dessertes africaines, parce que l'Afrique, c'est aussi un continent où il y a beaucoup de compagnies aériennes qui veulent partager le marché. Pourquoi pas l'Algérie? Nouvelle desserte maritime vers le Cameroun, parce que le Cameroun, il a une ouverture sur l'océan Atlantique, et donc c'est très intéressant d'avoir aussi une desserte vers ce pays. L'Algérie a rappelé un peu ses objectifs par rapport à ces lettres envoyées par le président Abdelmadjid Tebboune au président de Centrafrique, au président de la République du Congo-Brazzaville, au Bénin et au Cameroun, et aussi à d'autres présidents, parce que M. Attaf a déjà visité d'autres pays. Il s'agit de préciser les priorités. L'une des priorités, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. La deuxième priorité, c'est de renforcer la représentation de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, l'appropriation de certaines missions de paix et de sécurité en Afrique par les armées africaines, et aussi renforcer la représentation de l'Algérie au sein des institutions financières et économiques. Et l'Algérie est en train aussi de faire une campagne pour qu'elle prenne la vice-présidence de la Commission africaine bientôt. Donc il y a tous des objectifs qui sont développés par l'Algérie, tracés par l'Algérie, et elle veut engager une certaine concertation interafricaine, parce que de toute façon, l'une des doctrines de la diplomatie algérienne, c'est de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Exactement, des solutions africaines aux problèmes africains. Ahmed Attaf, lors de son entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, a entre autres évoqué la nécessité de mettre fin aux interférences étrangères, parce qu'elles sont des éléments de complication de la recherche de solutions, notamment dans le dossier libyen. On regarde. La situation en Libye reste difficile. Mais je crois que Algériens et Congolais, nous sommes d'accord sur au moins 3 conditions indispensables pour le règlement de cette crise. D'abord, que le règlement de la crise libyenne est l'affaire de tous les Libyens. Et le deuxième, c'est que le dénouement de la crise libyenne sera l'œuvre d'un processus électoral. Troisième point qui nous relie, la nécessité de mettre fin aux interférences étrangères. Mahdi, voilà, Ahmed Attaf vient de le dire, il est temps de mettre fin aux ingérences étrangères, que ce soit en Libye ou ailleurs sur le continent africain. Cette mission a aussi pour objectif la renaissance du panafricanisme. C'est très important de le dire. Il a été mis de côté pendant de nombreuses années malheureusement. Et cette mission, c'est justement ça, c'est de la remettre en avant et de remettre le panafricanisme en avant. Et la tâche du ministre des Affaires étrangères et de ce ministre délégué, c'est de visiter les différentes capitales africaines pour remettre ça à l'ordre du jour et pour monter un projet africain seulement avec des Africains, comme a si bien dit Faisal. C'est très important de faire en quelque sorte notre politique entre nous, entre Africains. Badis Renissa. Très rapidement, je pense que
dans l'approche et la stratégie de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique, en tout cas sa diplomatie, elle s'active, elle s'articule autour de trois, ce que j'ai appelé la triptyque, les trois règles d'or, à savoir l'engagement, la proximité et la performance. C'est des points cardinaux pour l'Algérie qui sont fondamentaux. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, et je rejoins Mehdi, c'est que la force de l'Afrique réside en son unité, en sa cohésion. Justement, et pour cela, on a besoin de créer un agenda africain, un seul agenda africain, un consensus stratégique que j'ai qualifié, pour qu'on puisse justement sortir, notamment, faire un front commun africain, mais surtout aussi pour véhiculer, pour représenter les aspirations des peuples africains, notamment à travers l'affranchissement, certes, et la libération de la souveraineté de la décision politique africaine, mais surtout aussi par la suite pour essayer de mettre au diapason l'Afrique avec justement le destin qu'elle mérite. Et quoi de mieux que l'Algérie comme vecteur de paix, comme facteur de développement et comme curseur de stabilité pour le faire. Et justement, elle qui a cette crédibilité diplomatique, cette légitimité et cette diplomatie altruiste, je dis bien altruiste, qui est au service de l'intérêt commun. Gamal Abina, l'Algérie, comme vient de le dire Badis Nissa, vous l'avez dit, curseur de stabilité. C'est bien ça, curseur de stabilité. On y revient justement avec cette visite du secrétaire d'État au Tchad, porteur d'un message du président de la République à son homologue tchadien. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une vraie course contre la montre entre les anciennes puissances coloniales qui ont cru avoir une chasse gardée et ces Africains qui réclament effectivement le départ des forces militaires étrangères, donc en l'occurrence une occupation illégale quelque part, et surtout un retournement de cartes sur la table. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, le monde a changé depuis 2022 avec la Russie qui est en rupture, donc il y a un bloc de l'Est reconstitué. Ensuite, parce que la France est en perte de vitesse, elle le sait très bien, et que l'Algérie porte un message important, et c'est très important de le rappeler, pas de sécurité, pas de développement économique. Et l'Algérie dit, pour qu'il y ait de la sécurité, il faut du développement économique. Donc la logique, elle participe de ce qui s'est fait en Europe. D'ailleurs, l'Europe s'est fait des guerres, on a pu finir pendant un siècle. Et ils ont arrêté la guerre une fois qu'ils ont travaillé de concert au développement économique. Et donc la liaison entre les différents pays africains se fera par ces infrastructures qui vont être mises en place, par ces liaisons aériennes, mais surtout par l'idée de se dire on doit travailler effectivement entre Africains. Le panafricanisme est essentiel à mon sens. Très bien. Merci messieurs pour cette première partie. On revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre émission avec notre débat. Et ce soir, on a décidé de s'intéresser à cet énième épisode, cette énième provocation de la France envers l'Algérie et son gouvernement. Alors cette fois-ci, c'est signé Emmanuel Macron, le président français, qui, lors d'une réunion avec les ambassadeurs français, a commenté l'arrestation du citoyen algérien récemment naturalisé français, Boualem Sansal. Faisal. Oui, Boualem Sansal est arrêté, il est emprisonné depuis la mi-novembre 2024. Il est poursuivi en vertu de l'article 87 bis du Code pénal algérien pour atteinte à la sûreté, à l'intégrité du territoire algérien, l'unité nationale, et également complot contre la sûreté de l'État. Il a ses avocats et la procédure est en cours. Vous l'avez dit, Nouhed, Boualem Sansal est un citoyen algérien, entré avec un passeport algérien, il est poursuivi par une justice algérienne. De quoi un chef d'État étranger se mêle de l'affaire? Est-ce que le chef d'État algérien peut se mêler d'une affaire qui concerne un écrivain ou un auteur ou quelqu'un d'autre, par exemple, qui est poursuivi en France ou ailleurs? Donc c'est qu'il y a eu donc un certain dépassement et c'est pour ça qu'il y a une réaction de l'Algérie par rapport à ces questions. Et c'est vrai qu'on a constaté ces derniers temps beaucoup de tentatives d'ingérence. On parlait de panafricanisme, Mahdi a raison, parce que même le panafricanisme, dans le même discours, a été attaqué par le président français, supposé, parce que cette nouvelle pensée, cette nouvelle conscience africaine, nationale africaine, qui veut que l'Afrique se développe sans ingérence extérieure, sans présence militaire extérieure, sont dictées, parce que certains capitaines n'arrivent pas à sortir de l'ère de, si vous voulez, de néocoloniale, l'ère de nostalgie qui dictait les conduites au chef d'État africain ou au peuple africain. Et donc c'est pour ça que cette réaction, et on parlera durant l'émission, comment l'extrême droite française, menée notamment par Sarah Knapo, Sarah Knapo, dans une interview,
a insulté les Algériens. Elle les a insultés après avoir insulté les chefs d'État, après avoir insulté toute l'Algérie. Elle a qualifié les Algériens qui sont en France de bombes sur pattes. Tous les Algériens sont des terroristes. Il y a aussi des déclarations d'autres chefs de cette extrême droite française. Et donc l'Algérie, on a eu aujourd'hui un long communiqué du ministère des Affaires étrangères pour répondre à une affaire d'un TikToker algérien qui a été donc envoyé, l'Algérie l'a envoyé parce que Paris n'a pas respecté la convention consulaire de 1974 parce qu'il fallait informer et consulter l'Algérie. L'Algérie n'est pas une république bananière, donc c'est un État qu'il faut respecter. Et donc on est donc dans cette phase. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Parce que les perdants dans cette histoire, il est évident que ce n'est pas l'Algérie. Très bien, Faisal, je me tourne vers vous, Badis Khnissa. Comment expliquer ce dérapage, hein? Dans sa déclaration, le président français parle tout de même de déshonneur. C'est un mot très grave. Écoutez, je pense que je vais employer un mot très trivial, c'est qu'on nage au plein délire. D'accord ? Depuis l'histoire de la Ve République, on n'a jamais, au grand jamais, atteint ce niveau de déliquescence, ce niveau de bas étage d'une diplomatie qui finalement commence aujourd'hui à réfléchir à voix haute finalement et qui parle sans filtre. Et qui plus est face à un pays, une puissance régionale et un pays pivot qui a construit toute sa crédibilité, sa légitimité sur ses positions historiques, sur aussi sa guerre révolutionnaire, son parcours, son processus de reconstruction. On avait évoqué tout à l'heure le défi terroriste, puis aujourd'hui le défi de l'essor et du rayonnement de l'Algérie. Mais une Algérie aussi souveraine, une Algérie nouvelle qui dérange beaucoup le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de levier. Hein, si on revient à la France-Afrique, si on revient un peu à la politique des barbouzes, il n'y a plus de levier aujourd'hui sur l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle est épanouie. L'Algérie nouvelle se construit, continue à se construire sous la vision clairvoyante du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et elle a besoin justement, plus que jamais aujourd'hui, de ses enfants. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a ce discours, je dirais, stigmatisant, pour pouvoir justement scinder, d'abord en France, les binationaux ou même la communauté nationale algérienne, y compris ceux qui ont immigré pour des raisons économiques ou autres, en les rendant à un rang de sous-citoyens. Et à ce discours aujourd'hui très hostile, faut-il le rappeler, qui vient de quand même de ceux qui sont censés être responsables politiques, ceux qui sont censés faire adhérer, cohabiter, promouvoir le vivre ensemble. Aujourd'hui, que nini. On en est loin, on est même aux antipodes. Et je pense que cela aussi est à l'image notamment de la France d'aujourd'hui. Une France, effectivement, qui n'est pas seulement, je dirais, qui détient un gouvernement, et j'aime le répéter à chaque fois, puisqu'aujourd'hui ça prend tout son sens. On a un gouvernement de droite extrême qui est surveillé par l'extrême droite. Et donc, les conséquences aujourd'hui sont prévisibles, puisque vous avez mis votre, je dirais, prisme d'action, votre vision politique, calquée justement au programme des extrêmes droites, à savoir une extrême droite qui, nostalgique de l'Algérie française, qui, sa bête noire reste l'Algérie, mais plus que ça, c'est-à-dire le parcours et le processus aujourd'hui de ce rayonnement de l'Algérie dérange davantage. Et je conclurai là-dessus peut-être, parce que le sujet est très long, je pense aussi que c'est une France otage de l'extrême droite, mais pas que de l'extrême droite, otage aussi de ce que j'ai qualifié de politique arithmétique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, on a un État qui régit notamment ses relations bilatérales ou même intérieures vis-à-vis du peuple français via le calcul notamment de majorité ou notamment d'évitement de censure, notamment de son gouvernement. Et c'est pourquoi on a ces dérives aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de feuille de route, il n'y a plus de prospective et encore, il n'y a plus de respect, notamment avec ces déclarations, je dirais, abjectes, qui n'honorent pas du tout la France d'ailleurs. Alors, se joint à nous pour ce débat depuis Paris, Monsieur Christophe Roux, rédacteur en chef Radio France Maghreb 2. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nohed, bonsoir à tous et bonne année à tous les berbères, Asgouas Amgaz. À vous aussi, Christophe Roux. Alors, Christophe Roux, difficile de ne pas remarquer aujourd'hui la succession de ce type de dérapage et leur rapprochement dans le temps, notamment depuis la reconnaissance par Paris du plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. Ça saute aux yeux tout de même, Christophe. Pensez-vous que l'Algérie et la France sont condamnées à ne pas s'entendre ? Alors je dirais plutôt l'inverse. L'Algérie et la France sont condamnées à s'entendre, quoi qu'il arrive. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe et on voit que effectivement les déclarations sont à son paroxysme avec
des déclarations, vous l'avez remarqué, surtout de ministres qui essaient, dans un gouvernement provisoire, essaient d'exister, essayent de faire de la com, à l'image de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a rappelé hier que, selon lui, l'Algérie cherche à humilier la France. Non, non, monsieur, l'Algérie cherche à humilier personne, elle n'a pas besoin de la France, et de toute façon, la France, ce n'est pas elle qui a été humiliée, mais vous, monsieur le ministre, par vos déclarations et surtout la politique du gouvernement français, cette diplomatie qui est somme toute un peu en panne, il faut bien le dire, puisque nous apprenons aujourd'hui la démission du conseiller diplomatique du président de la République Emmanuel Macron, en poste depuis 2019. C'est un signe, c'est un symbole, puisque lundi, vous le savez, lors du discours devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a en jugé la réaction des présidents africains extrêmement arrogants, avec cette phrase sur Boualem Sansal et sur ce fameux mot déshonneur de l'Algérie. Je pense qu'il faut qu'il signe la fin de la récréation. On l'entend assez peu sur toutes ces polémiques médiatico-politiques autour de l'Algérie. Personne n'a intérêt que ça s'embrasse davantage. Tout le monde a intérêt, des deux côtés d'ailleurs, que l'Algérie et la France se parlent, discutent d'égal à égal, mais par contre, elle doit le faire avec respect. Parce que lorsque j'entends dans les médias français qui font de la surenchère les mots comme junte militaire, comme régime, messieurs, quand on fait un peu de journalisme, on l'apprend à l'école, on apprend à respecter quand même les interlocuteurs. On ne parle pas d'Algérie ainsi. L'Algérie a un président, c'est un civil, en la personne de Si Abdelmadjid Tebboune, qui a été réélu il y a peu, et les Algériens lui font confiance. L'Algérie est un pays souverain, et à ce titre, on doit se comporter comme avec tous les autres pays, avec respect, et à ce titre, on doit pouvoir commencer, débuter des dialogues, et puisque le ministre Jean-Noël Barrot parlait de feuille de route, je crois de 2022, il faut, je crois, à mon sens, repartir sur de bonnes bases, quitte à réécrire et voir et constater tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été bon et mauvais lors du passé. Mais l'Algérie et la France ont une relation particulière. Je rappelle que la France abrite la plus grande diaspora d'Europe, la plus grande diaspora algérienne, avec en moyenne 6 à 7 millions d'Algériens en France, ce qui n'est pas rien. Et à ce titre, on se doit tous d'être en responsabilité. Mahdi, l'Algérie, pays souverain, comme vient de le dire Christophe Roux, on insiste là-dessus. Et le ministère algérien des Affaires étrangères a d'ailleurs publié 2 communiqués pour condamner les propos du président français, l'acharnement de l'extrême droite française revancharde, je cite, et haineuse, qui mène actuellement une campagne de désinformation contre notre pays. Écoutez, le communiqué des Affaires étrangères et de son ministre est très clair. La responsabilité incombe à l'extrême droite et aux anciens nostalgiques de l'OAS et de l'Algérie française qui vendent et survendent les crises répétitives avec l'Algérie. Je pense qu'il y a un fonds de commerce qui est fait sur la relation bilatérale entre la France et l'Algérie pour ce parti ou cette frange politique, on va dire, qui, pour eux, l'Algérie est le bouc émissaire de tout. Dès qu'il y a un problème, il faut qu'ils mettent Algérie. À un moment, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était ils mettaient dans toutes les sauces l'islam. Ouais. Maintenant, ils ont enlevé le mot islam, ils ont mis Algérie. Et malheureusement, il y a une classe politique française qui, dans l'incertitude politique actuelle, essaye au maximum de faire plaisir un peu à tout le monde et cherche des voies là où il y en a encore. Il faut savoir que le gouvernement qui est au pouvoir est un gouvernement qui a été placé il y a qui a été nommé il y a quelques semaines. On a un Premier ministre, François Bayrou, qui est une personne qui est d'origine modérée, d'où sont partis d'ailleurs le MoDem, où c'est un centriste, donc il n'est pas du tout ni pour l'extrême gauche ni pour l'extrême droite, bien au contraire, c'est une personne qui sait manier le verbe et qui sait faire de la diplomatie. Mais nous avons une partie de la classe politique, moi je le dis, qui est bouffée par l'extrême droite, qui est littéralement bouffée par l'extrême droite, avec des envies ou des orientations qui sont, pour moi, électoralistes. Et c'est ça qui est dangereux. C'est quand tu cherches à gagner des voix, quoi qu'il t'en coûte, et ben tu en perds automatiquement l'essence même de ta vocation politique. Tu ne travailles plus pour ce que tu crois, tu ne travailles plus pour ce que tu penses, tu travailles pour gagner ta prochaine élection. Et tout le danger est là.
Mais je pense que l'extrême droite m'a dit, l'extrême droite française est devenue une menace pour les intérêts supérieurs de la France, les intérêts extérieurs de la France. Parce que cette extrême droite est en train de s'attaquer à tous les États, à tous les pays. Le président Macron a été critiqué par les chefs d'État africains, dont le Sénégal et le Tchad, parce qu'il a dit on a oublié de nous dire merci. Ça veut dire qu'on est toujours dans ces attitudes hautaines, arrogantes, et qui font que les Africains sont là pour obéir uniquement aux Européens. Et il faut rappeler aussi, Mahdi parlait de cette extrême droite qui utilise aussi, qui apparemment ne fait pas la différence entre les intérêts intérieurs et les intérêts extérieurs, les propos de Xavier Driancourt. Ouais. Xavier Driancourt est un traumatisme pour la diplomatie française. C'est un ambassadeur qui a été en Algérie à 2 reprises, qui a rencontré des Algériens, des artistes, il a rencontré des responsables algériens, aussi ceux de l'opposition et du pouvoir, et là, qui est en train de mener une campagne. En 2 jours, il a été dans 3 plateaux. Il a été à Europa, CNews, qui sont des chaînes de groupe Bolloré et chaînes d'extrême droite. Il a été aussi au Figaro, qui est un journal de droite, et apparemment, on entend aujourd'hui que les médias de droite en France, les médias de gauche sont devenus presque invisibles. Xavier Driancourt, avec sa haine, il a eu une haine sans limite à l'égard viscérale, pas uniquement contre l'Algérie, mais contre les Algériens, contre la société algérienne. Nous sommes des violents, nous sommes des gens sous-développés, etc. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que cela va dans l'intérêt de la France? Il propose d'abord d'interdire les vols d'Air Algérie en France. 2, il veut limiter le mouvement des diplomates algériens en France. Et il est un peu gêné parce qu'il y a plusieurs consulats en France, alors que la communauté algérienne est l'une, pour ne pas dire la plus importante sur le territoire français. Et pour lui, c'est beaucoup. Et le plus grave encore, c'est qu'il suggère dans une interview d'utiliser la violence et la force pour libérer Boualem Sansal. Donc comment on peut laisser cet homme libre dans la nature dire ce qu'il veut sans qu'il y ait une réaction de la diplomatie française. Monsieur Pro parlait tout à l'heure de la démission d'Emmanuel Bonne. Emmanuel Bonne, c'est quand même la tête pensante de la diplomatie à l'Élysée. C'est le conseiller diplomatique du président Macron. Ça veut dire qu'il y a probablement des tiraillements, divergences d'opinion par rapport au traitement à des pays aussi importants comme l'Algérie. L'Algérie est un partenaire important en Méditerranée, en Afrique et dans le monde arabe, pour l'Europe et pour la France. Mahdi parlait tout à l'heure Monsieur Pro parlait de la feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est la déclaration du partenariat renouvelé signée le 27 août 2022 lors de la 2e visite du président Macron en Algérie. C'est pas l'Algérie qui a mis en doute cette déclaration. L'Algérie a toujours disposé pour collaborer, pour avoir un partenariat d'exception dans tous les domaines. Mais depuis 2 ans, nous assistons à des campagnes systématiques contre l'Algérie. Parfois, on limite les visas. Et là, on a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, depuis sa prise de pouvoir avec un gouvernement qui a été chassé par le Parlement, il est revenu par la petite porte dans un autre gouvernement qui n'est même pas sûr de continuer et qui continue à menacer en permanence l'Algérie. Est-ce que cela, la grande question aujourd'hui et ce soir, est-ce que cela va dans l'intérêt de la France? Gamal Abina, l'extrême droite s'acharne aujourd'hui contre l'Algérie. L'extrême droite instrumentalise, vous pensez qu'elle instrumentalise des sujets délicats justement pour détourner l'attention des crises internes qui secouent la France? Bon, je vais remettre les pieds dans le plat. On va commencer par le début. Le français était une langue de diplomatie. Aujourd'hui, c'est devient presque une plaisanterie. On a des ministres de l'Intérieur, Affaires étrangères, qui ont des sorties extrêmement violentes. Oui. Et qui se positionnent comme étant des gens qui subissent une agression. Je rappelle que, sur le temps long, il faut quand même remettre un peu le contexte général, en 2017, M. Macron, avant d'être élu, dit qu'il y a un crime contre l'humanité qui s'est produit en Algérie. Il arrive en France, l'extrême droite et la droite lui tombent dessus. Par rapport à la colonisation. Tout à fait. Et donc, il dit quoi? Il se ravise un peu. Il se rend bien compte, c'est, comme on dit en anglais, touchy. Après, il était en campagne électorale. C'est autre chose, c'est vendeur de parler de l'Algérie. Tout à fait, mais il était beaucoup plus loin que les autres. Et il a voulu aller loin, mais avec des petits gestes. Le problème, c'est que ce qu'il croit être un grand geste reste un petit geste. Quand les Allemands capitulent, le 8 mai, l'année prochaine, on va fêter effectivement les 80 ans, ils capitulent, il y a des procès, des poursuites, des condamnations, des reconnaissances et des réparations. Les Français ne sont même pas au stade de ce qu'a demandé le président d'ailleurs, de la seule reconnaissance. On ne demande pas l'argent, c'est que la France n'a plus l'argent, mais au moins la reconnaissance. On ne peut pas nier le martyre des gens. Et on a une extrême droite qui, effectivement, alors il y a une lepénisation comme M. Le Pen, je ne dirais pas paix à son âme, parce que franchement, on n'a pas beaucoup de sympathie pour lui, était détesté en France, et on a vu la France s'élever à République contre Le Pen en célébrant sa mort. Eh bien, on se rend compte qu'il y a 2 France. Une France qui est à fond et qui parle peu, celle de gauche, une France qui est à droite, qui parle
vraiment plus, puisqu'il n'y a pas une vraie droite aujourd'hui, et une extrême droitisation. On a des chaînes d'extrême droite qui passent en temps à vomir leur haine. Alors on a parlé de ce monsieur Driancourt, ce médiocre personnage qui, du temps de la corruption, trouvait que l'Algérie est un pays formidable, par 2 fois. Pas une critique à formuler. Et dès qu'il n'y a plus de corruption, il écrit un livre contre l'Algérie. On a des Sansal, dont on apprend bizarrement qu'il a 80 ans aujourd'hui, alors qu'il en a 75, qui serait à l'article de la mort et qui serait condamné ou emprisonné. Non, M. Sansal est ce qu'on appelle une procédure classique et sous contrôle judiciaire en vue d'un procès. On n'est pas dans la condamnation. Et on a de l'excès incroyable pour dire que c'est presque un martyr d'un régime qui n'aurait pas dit son mot. J'ai envie de dire simplement, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est plutôt ce qui se passe en France avec une confiscation du pouvoir, alors que l'opposition a gagné. Mais bon, mettons ça de côté. Maintenant, on parle beaucoup de l'extrême droite. Effectivement, je pense que M. Macron est pris en otage par l'extrême droite, qu'il a du mal à pouvoir gérer parce qu'il a besoin de composer avec cette extrême droite et de donner des gages. L'extrême droite qui s'est fondée après la guerre d'Algérie. N'oublions jamais que l'extrême droite est un produit de la guerre d'Algérie. Elle est atomisée en 1945, elle revient en 62. Eh bien, moi, je dirais que ça va 5 minutes, les sorties hasardeuses. Une histoire qui n'honore pas l'Algérie. On parle d'honneur maintenant de la relation internationale. Il est où l'honneur de la France quand il massacre en Algérie? Ou quand il va insulter, quand on va insulter par exemple les Haïtiens qui sont martyrs, quand on va insulter pas mal de pays, quand on a des dérapages même dans les métropoles françaises, enfin les départements français comme Mayotte, où on dit vous avez de la chance qu'on soit là, sinon vous seriez dans la M. Eh bien ça, c'est un problème. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il y a une crispation de la France parce que quand on prend le temps long, on se rend bien compte que la France recule partout. Économiquement, on le sait, c'est une catastrophe, une gabegie. Ensuite, sur le plan de son audience internationale, elle recule. Ensuite, sur le plan africain, elle recule et l'Algérie progresse. Donc, il y a vraiment un rapport de force qui va au-delà des simples petites phrases. Et quand ces hommes prétendent aujourd'hui que l'Algérie serait le problème principal, l'alpha et l'oméga de leur problème, c'est juste un détournement de sujet. Avant, c'était l'islam. Bon, l'islam, c'est passé de mode puisqu'ils ont atomisé tout ce qui restait d'organisations musulmanes. Maintenant, on vient sur le dur, sur l'Algérie. On est revenu sur du racisme, je pèse mes mots, du racisme anti-algérien basique, l'algérianophobie. Utilisons les termes. Et tous ces politiques médiocres, ils sont trop jeunes pour s'exprimer, disent tout et n'importe quoi, dans un cas ils ne comprennent pas, dans un cas ils provoquent, prétendent maintenant être les victimes. Non, ça va 5 minutes. Je veux dire, 2005, Chirac fait un pas vers l'Algérie, formidable. Il est reçu comme un prince pratiquement. Et en même temps, on fait une loi pour insulter les Algériens avec les bienfaits de la colonisation qui est une barbarie. Ensuite, on a tout un tas de gestes qui sont faits par Macron et en même temps, on exfiltre une Amira Bouraoui. Pourquoi? Ingérence dans les affaires algériennes. Ensuite, on dit qu'un Algérien, il n'est pas français. C'est pas parce qu'on lui a mis une étiquette sur la tronche, soi-disant naturalisation française, qu'il est français. Il a géré depuis 75 ans, il doit répondre des propos extrêmement graves. Français depuis 6 mois. Tout ça, si on dit en France, par exemple, si vous dites en France, c'est important, si on dit en France, la Corse n'appartient pas à la France, je suis pas certain que le type qui dit ça soit bien accueilli. Preuve en est, on a un gars de Kanaki qui aujourd'hui fait une peine de prison en France, à des milliers de kilomètres de chez lui, à 17 000 kilomètres, parce qu'il remet en question l'adhésion de la Kanaki à la France, qui est une terre considérée comme colonisée. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Georges Ibrahim Abdallah qui est détenu en France. Quand Mathilde Panot l'a dit, alors qu'elle est présidente des Insoumis sur le Parlement, non mais quand elle l'a dit, elle s'est fait reprendre de voler par tous les sites d'extrême droite en disant comme quoi elle disait une ineptie, alors que c'est une vérité absolue. Vous savez, j'ai travaillé pendant 10 ans sur l'extrême droite, j'ai affronté l'extrême droite, j'ai eu face en moi Marine Le Pen qui est assez médiocre dans les débats, il faut le reconnaître, son père était meilleur qu'elle là-dessus. J'ai eu en face de moi Soral, j'ai eu en face de moi toute la vermine d'extrême droite. Et ce que je sais, c'est que ces gens-là ont deux curseurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle, ils sont dans une nostalgie du passé et ils sont dans le déclinisme, la peur du futur. Et ils disent que sans nous, le futur c'est le néant. Et deuxième chose, ils ont la xénophobie dans le cœur qui permet de dire aux gens qui ne comprennent pas leur langage, vous avez un problème, ça vient de ceux-là, ça ne vient pas de nous. Nous, on n'est pas responsables. Nous sommes sociaux, ils ne le sont pas, mais ils prétendent être sociaux. Aujourd'hui, l'extrême droite, effectivement, donne le là de la politique française nationale et internationale. Aujourd'hui, l'extrême droite est vraiment un paravent de la faillite économique française, 3 200 milliards de dettes, il faut quand même le rappeler, c'est quand même difficile de gérer. Et aujourd'hui, l'extrême droite dit juste simplement, on a perdu notre empire, on ne veut pas perdre notre territoire. Donc, ils sont dans un délire paranoïaque. Et malheureusement, des hommes, M. Retailleau, il faut voir, c'est sorti quand même, M. Retailleau, il a quand même eu des propos qui n'ont même pas été poursuivis d'ailleurs, où il a essentialisé en disant ces descendants d'immigrés ont une culture et une ethnie qui n'est pas compatible avec la France. C'est en substance ce qu'il disait. Ça, c'est des propos typiques d'extrême droite nazie en l'occurrence. Oui. Et il n'est pas poursuivi pour ça. Et aujourd'hui, ce même homme, la première sortie qu'il fait quand il arrive aux commandes, c'est de dire quoi? On remet en cause les accords de 68, comme si c'était ça le problème. Comme si cette chose marginale était importante. Alors que les accords de 68 sont pratiquement une coquille vide. Bien sûr, c'est rien. Mais c'est une façon de dire attention au QTF algérien. Elle a été vidée de son essence. C'est important. Au QTF algérien. Violence algérienne. Terrorisme, on revient sur le. Apparemment, on n'y était plus, on y a nouveau. Algérien. Et bientôt, on va
dire que l'Algérie, c'est une théocratie. Donc quand on en ça, il faut vraiment avoir une réponse claire. Je pense que M. Macron est pris en otage par cette extrême droite, que M. Macron est pris en otage par certains ministres qui penchent à fond à l'extrême droite, Aurore Berger, j'en passe, et que M. Macron doit se désengager de ces gens-là pour renouer une relation saine avec l'Algérie. Et ce n'est pas la question marocaine seulement, parce que le Maroc, c'est une pression qui a été faite, parce que l'extrême droite adore la question marocaine. C'est une question de dire l'extrême droite veut une rupture avec l'Algérie. Il faut tout faire pour que M. Macron entende raison. Pas les Algériens, que M. Macron fasse son travail de président de la République. La démission de son conseiller politique depuis 2019, ça dit beaucoup de choses, ça. Emmanuel Bonne était son conseiller politique, c'est un poids lourd de la sphère d'Emmanuel Macron. Sa démission est assujettie à beaucoup de supputations, il faut le savoir, parce que c'était un proche des proches d'Emmanuel Macron. Et si le conseiller diplomatique dans une crise qui est la crise actuelle entre deux poids lourds géostratégiques que sont la France et l'Algérie, ça n'augure pas de bonnes choses. Je pense qu'il y a honnêtement, et ça c'est mon avis tout à fait personnel, ça n'engage que moi, qu'il y ait une divergence d'opinion en plein dans ce gouvernement et que justement ça se traduit par la démission d'Emmanuel Bonne. Une chose très importante à ajouter, c'est important. Là, on entend de la propagande crasseuse comme quoi l'Algérie instrumentaliserait les éléments, on en parlera, et surtout créerait un sentiment anti-français. J'ai envie de dire simplement une chose, c'est pour parler au peuple de France. Pourquoi y aurait-il en Afrique, en Algérie, parce que maintenant l'Algérie fait partie des anti-français, alors en Afrique noire, du côté subsaharien, du côté du Sahel, on dit que les Russes créent un sentiment anti-français. On fabriquait un sentiment, ce qui est ridicule. L'Algérie, il y aurait un sentiment fabriqué par l'État. J'ai envie de dire simplement, s'il y a un problème avec pas la France au sens du peuple, mais au sens de l'État et de la politique internationale, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la France. Parce qu'on ne peut pas créer un sentiment anti-français. Si la France avait une image positive en Afrique, comme d'ailleurs l'Angleterre, il n'y aurait pas de sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-anglais en Afrique. Au contraire, ils rejoignent le Commonwealth. Donc il faut se poser les bonnes questions. Qui pose problème ? Alors, avant de poursuivre le débat et vous donner la parole, Faisal Mataoui, je vous propose de regarder ces quelques images, cet appel à la haine et au génocide contre les Algériens, des fanatiques de l'extrême droite qui souhaitent gazer les Algériens comme à Auschwitz. Je vous jure, les Algériens, cassez-vous de la France, parce qu'on va vous crever dans Auschwitz, tous. Je vais tous vous passer à Auschwitz. Je vais vous y passer dans les chambres à gaz. Inch'Allah! Inch'Allah, je vais tous vous passer dans les chambres à gaz. Faisal Mataoui, c'est marrant, il utilise Inch'Allah. Et les chambres à gaz, les nazis, et les musulmans, les Algériens. Et curieusement, les services de M. Bruno Retailleau n'ont pas vu cet appel, que c'est un appel au meurtre. Bien sûr. Très clair, caractérisé. Il les arrange, celui-là. Non, oui, il les arrange. Non, au génocide. Au génocide, ouais, parce que Auschwitz, ça renvoie au camp d'Auschwitz en Allemagne, où les chambres à gaz, où les Allemands avaient donc tué des Juifs. Donc cet appel a été nourri. Il y a d'autres appels de ce genre qui ne sont pas aussi apparents. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Mehdi par rapport à la démission d'Emmanuel Bonne. Je pense que oui, c'est un traumatisme par la diplomatie française, parce qu'on sait qu'au sein du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères français, il y a beaucoup de cadres qui suivent un peu le dossier Maghreb, monde arabe, ne sont pas du tout d'accord par les déclarations du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui vient marcher dans le domaine de la diplomatie française, parce qu'il demande par exemple à sanctionner les Algériens, et il demande aussi à prendre des mesures commerciales, etc. Et tout de suite, rapidement, tout de suite après, il y a eu un démenti à travers une chaîne de la droite européenne en disant que la France n'est pas tout à fait d'accord avec ces choix de son ministre de l'Intérieur. Très bien, Faisal. La suite de ce débat dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Troisième partie d'Hebdo Show. On poursuit notre débat. Je me tourne vers vous. Badis Renissa, est-ce qu'il existe aujourd'hui un lien entre l'affaiblissement de l'influence militaire de la France en Afrique et la multiplication des provocations et des dérapages envers l'Algérie ? Écoutez, il y a un lien, bien évidemment, un corollaire. Il faut revenir aussi un peu à la chronologie. C'est-à-dire que l'Afrique, depuis quelques années, avec l'émergence de nouvelle génération notamment de gouvernants, notamment aussi qui ont des références en matière de souveraineté, en matière de développement, en matière aussi de comment porter fidèlement la voix de leur propre peuple respectif, se sont inscrits dans une stratégie d'affranchissement. D'accord ? Donc, ce qui a été illustré par, effectivement, encore une fois, je me répète, peut-être le mot est fort, mais ils ont vomi la France, plus que rejeté. Donc, et la France aujourd'hui subit, et là je vais peut-être citer un président que je ne nommerai pas le nom, ou qui disait, et pour une fois je lui accorde justement la justesse de ses propos, c'est leur échec sera notre drame.
Et je pense que l'échec aujourd'hui de la politique étrangère, notamment de la France vis-à-vis de l'Afrique, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que rappelons-le que la politique aussi à l'échelle internationale, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'autres pays, ont subi aussi des échecs cuisants. Et faut-il rappeler l'histoire de l'Australie. Mais encore une fois, si on fait un lien effectivement avec l'Algérie et l'actualité chaude, notamment sur les plateaux français qui traitent l'Algérie à toutes les sauces, cela est révélateur de quoi? D'abord que la France est inscrite dans un registre de complotisme et de conspirationnisme, notamment, où elle voit le mal partout. Qui plus est, à travers la communauté nationale établie à l'étranger, en la qualifiant de tous les noms, en la stigmatisant, mais surtout aussi en la reléguant à la 5e colonne. D'une part. D'autre part aussi, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le principe de la détestation et de la diabolisation de l'Algérie sont devenus un slogan politique en France. D'accord ? Justement par cette perte de vitesse, que ce soit sur la politique intérieure, d'accord, où le peuple français a été complètement effacé. Sa voix a été inaudible, notamment à travers les gouvernements qui sont succédés. Il s'étonne encore pourquoi aujourd'hui il y a cette motion de censure qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce gouvernement qui est en CDD, je rappelle. D'où l'extrême droite qui monte pour faire plaisir à... D'où l'extrême droite et d'où aussi le gouvernement qui propose ses services, qui donne des gages et des engagements notamment à l'extrême droite et aussi à cette minorité haineuse porte-étendard, notamment justement de la détestation de l'Algérie. Et enfin, je termine, il y a un principe dans les manuels notamment de stratégie, la manipulation mentale des masses. Il faut créer un ennemi commun, une cause commune justement, pour qu'on puisse justement anesthésier le peuple français. C'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. C'est la théorie de l'ennemi permanent, de l'ennemi extérieur, etc. Je voulais souligner par rapport à ça, vous avez parlé des attaques contre la communauté algérienne en France, les Algériens de France. Oui, apparemment il y a une nouvelle politique d'attaque. On est en train, cette histoire de TikTokers, d'influenceurs qui appellent à la violence. Évidemment, il y a certains qui ont dit des propos qui sont maladroits, etc. Peut-être qu'ils vont répondre devant la justice française, mais le ministre de l'Intérieur français qu'on voit à l'image a signé un arrêté ministériel pour envoyer un Algérien, ça va lui permettre de passer par un tribunal de Montpellier, je parle de Boualem Laman, parce que Boualem Laman a dit des propos peut-être mal à propos, mais c'est quelqu'un qui a toujours défendu l'Algérie, défendu l'histoire d'Algérie, comme Maher Zal qui est avec nous. Et Maher Zal, il faut le dire à nos amis téléspectateurs, lui-même est attaqué par des propos qui sont inacceptables, et aussi des propos qui sont qui un peu traduisent ce sentiment anti-algérien qui a grandi. Vous avez parlé de Xavier Driancourt dans une interview. C'est un homme qui n'a pas de légitimité, qui ne représente rien du tout, mais qui est partout quand même. Oui. Maintenant, il passe presque pour un spécialiste de l'Algérie, alors qu'il ne connaît absolument rien de l'Algérie, ni de la société algérienne. Oui, des conseillers de l'extrême droite, il est là. Et dans une interview, il dit, oui, les Algériens, vous avez vu, ils sont très nombreux. Ils sont 10%, 11%. Attention, ils sont là, ils nous surveillent. Comme c'est des Algériens, ça veut dire qu'ils stigmatisent l'ensemble des Algériens qui sont en France. Il y a des Algériens qui donnent beaucoup de choses à l'économie française, à la science française, 15 000 médecins en France, etc. Il faut rappeler une chose importante, c'est un raciste. Hein, parce que quand il dit les Algériens, il parle aussi des Franco-algériens. Donc ils ne sont pas français pour lui. Non, il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Et donc, quand on a ça, on se pose la question, à quoi cela sert-il? Est-ce que cela sert à la cohésion de la société française, qui est déjà en difficulté? Vous parlez du gouvernement, c'est un gouvernement qui n'est pas du tout l'émanation de la population française. Il n'est pas l'émanation des résultats des urnes. Est-ce que c'est un gouvernement légitime? Est-ce qu'il peut parler au nom du peuple français? C'est une grande question. Et donc, toutes ces questions sont posées à un pays qui a du mal à trouver ses repères. Parce que le dernier discours du président Macron a suscité une vague de colère, pas uniquement en Algérie ou en Afrique. Il y a aussi l'Iran qui a protesté, il y a l'Azerbaïdjan qui a protesté, d'autres pays. C'est quoi une diplomatie qui gagne des ennemis partout? C'est une leçon, c'est une question posée à des experts. Alors, messieurs, justement, dans quelques instants, je reviens vers vous. Le temps de retourner vers Christophe Roux, qui est toujours avec nous. Christophe Roux, on évoquait il y a quelques instants avec Faisal Matawi le cas Xavier Driancourt, qui adore parler de l'Algérie, qui adore s'attaquer à l'Algérie. Xavier Driancourt qui ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Qui a intérêt à aggraver la relation entre Alger et Paris, selon vous? Je pense que la réponse, elle est toute trouvée, et je pense que vous l'avez fort bien déclaré depuis tout à l'heure. Notre ami Gamal Abina, qui connaît bien l'extrême droite, pour avoir discuté avec lui, on sait à qui on a affaire, en fait, à des gens qui sont totalement nostalgiques de cette Algérie française. Voilà. Et donc, si vous voulez, Xavier Driancourt peut-être a un peu de nostalgie justement de son passage à Alger par 2 fois, parce qu'à Alger on s'y sent bien, il y a le soleil, il y a la générosité, il y a l'accueil,
il y a tout ce qu'il faut pour bien se sentir. Et peut-être que, bon, bah, il a un petit peu de regret. Je pense qu'il faut, franchement, pas trop s'attarder sur ce genre de personnage parce que d'abord, sincèrement, le niveau est très bas. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'inquiète davantage, aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Gamal qui disait que Emmanuel Macron, le président français, serait l'otage de l'extrême droite. Somme toute, alors, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais s'il est l'otage de l'extrême droite, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Je veux dire, aujourd'hui, il est le garant de la France. C'est le président français. Seul lui est habilité à pouvoir calmer les choses, reprendre les choses en main, dialoguer avec ses interlocuteurs algériens, mais le faire avec respect. Vous signaliez tout à l'heure comment ça s'appelle, celui qui a proféré des insultes envers les Algériens, qui lui n'est toujours pas arrêté, n'est toujours pas inquiété. Cela, évidemment, dans ma bouche, ne veut pas dire que ce qu'ont fait ces fameux influenceurs n'est pas grave. C'est très grave, c'est condamnable, on l'a dit, et que la justice soit faite, et si elle doit être faite. Par contre, j'ai entendu beaucoup moins de bruit lorsque des gendarmes français ont été menottés, ont été la tête posée contre terre, humiliés. Là, on peut parler d'humiliation en présence du ministre des Affaires étrangères qui était sur place en Israël. Là, on n'a entendu personne nous parler d'humiliation. On n'a entendu personne s'offusquer sur ce qui s'était passé. On a aussi l'affaire Mila, souvenez-vous, cette jeune fille apparemment qui n'a pas beaucoup d'éducation, visiblement a insulté toute une croyance, tous les gens qui croient en l'islam, les musulmans. Elle n'a pas été inquiétée. Enfin, c'est toutes ces questions qui, moi, pour l'instant, restent sans réponse. Qui a intérêt à dégrader cette relation entre la France et l'Algérie? Bah, évidemment que c'est l'extrême droite. Mais l'extrême droite, on lui donne le niveau, le là qu'on veut bien lui laisser. Et là, la responsabilité est non seulement médiatique, elle est aussi politique et avant tout du président de la République, Emmanuel Macron, à qui je demande expressément qu'il reprenne les choses en main et qu'il applique son rôle à la lettre, qu'il redevienne le président de la République de tous les Français et qu'il arrange avec ses interlocuteurs et avec respect. Et on arrête de parler de junte, on arrête de parler de régime. On parle à un président qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune. Monsieur Macron, décrochez votre téléphone. Je pense que les choses peuvent s'arranger en discutant entre hommes. Dans le passé, on les a vus. Ce sont deux hommes qui s'entendaient bien et qui, je crois, si on enlève tous ces gens qui sont évidemment là pour torpiller les relations algéro-françaises, eh bien, il faut que ces gens discutent, on reprenne le dialogue, qu'on se serve de ce qui s'est passé durant le passé pour reprendre les choses en main. Un dernier petit mot en ce qui me concerne, important, pardon Nouhed, à propos des accords de 68 que beaucoup voudraient que la France sorte. Alors d'abord, il faudrait que les gens apprennent qu'on ne sort pas des accords comme ça. Et puis, je rappelais aussi à toutes celles et ceux qui parlent des accords de 68 qui seraient largement profitables aux Algériens. C'est faux. Sachez par exemple que les étudiants algériens sont beaucoup moins avantagés par ces accords de 68, justement, qui ont été révisés d'ailleurs 3 fois depuis, que les autres diasporas, par exemple marocaines et tunisiennes en France. Une dernière petite question qui se pose ici. J'ai entendu des débats de juristes qui nous disent que si nous sortions des accords de 68, est-ce que cela, et je pose la question, peut-être que en plateau des gens pourraient nous répondre, est-ce que cela remettrait en cause les accords d'Évian de 1962? La question est posée. Très bien, merci Christophe. On rappelle également que Alger a exigé aujourd'hui le respect des droits fondamentaux des Algériens qui vivent en France. Je vous propose à présent de regarder cette vidéo. Il s'agit d'une militante RIFEN qui demande l'asile politique et la protection de l'Algérie. Cette militante qui qui est persécutée par le Maroc et par la France. Regardez. Azul Salutations, appel SOS au président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part d'une opposante au régime royal alaouite du Maroc. Je m'appelle Sarah, connue sous le pseudo Isnasen Rif Union sur les réseaux sociaux et résidente en France depuis 20 ans. Je fais appel à vous, Monsieur le Président, car je suis menacée depuis ma prise de position politique que j'exprime publiquement à mes patriotes via des lives et des vidéos, surtout sur TikTok.
Des Français d'origine marocaine résidant en France me menacent de me taire, de ne plus retourner sur ma terre sous peine de mort, et cela publiquement, devant tout le monde. Et j'ai bien évidemment les preuves. Sachant que je respecte la position de chaque patriote marocain, de chacun de mes patriotes, car je crois en le libre arbitre et la liberté du choix. Mais malheureusement, pour beaucoup, ce n'est pas réciproque. Je résiste avant tout pour l'enfance marocaine. Je fais appel au roi pour un changement politique, pour revenir sur les droits fondamentaux de nos enfants, car nous avons eu malheureusement beaucoup de viols d'enfants au Maroc par des étrangers ou par des Marocains. Mais malheureusement, je ne suis pas entendue, je suis traitée même de traître. Pour eux, un traître mérite la torture et la mort. C'est ce que subit beaucoup de mes patriotes rifins surtout, et marocains dans l'ensemble, comme Monsieur Zefzafi, Nasser Zefzafi, qui a écopé de 20 ans de prison et qui subit une torture dans les prisons ou les cachots du roi. Je suis aussi contre la normalisation avec Israël et je me suis retrouvée affichée sur un site de la LDJ en France. J'ai été menacée par des individus qui font partie de la LDJ et cela aussi en public. Des fois, ils n'hésitent pas à faire passer un message depuis un aéroport au Maroc. Monsieur le Président, je suis actuellement en Tunisie, car la République française me fait subir un harcèlement administratif avec preuve. J'ai un casier judiciaire vierge, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, mes 12 points de permis, j'ai toujours beaucoup travaillé et j'ai même repris mes études en management depuis après une longue pause de 20 ans. D'ailleurs, je suis censée repasser mon examen le 12 mars prochain. Il faut savoir, Monsieur le Président, que la République française me fait venir à la préfecture tous les 3 mois afin de renouveler mon récépissé qui dure 3 mois et cela depuis 2023 après ma demande de renouvellement de ma carte de résident de 10 ans. Cela me rajoute une charge et un stress psychologique et surtout me cause des retards au niveau de mes droits puisque je ne peux pas renouveler mon récépissé qu'une semaine avant son expiration. Je tiens à vous préciser, Monsieur le Président de la République algérienne, que je me fais toujours traiter d'algérienne depuis très longtemps par les pro-rois Mohamed VI. Voilà, alors Badis Khnissa, on l'a vu, c'est donc une militante rifaine qui demande l'asile politique et la protection de l'Algérie. On voit bien là une violation des droits fondamentaux du Maroc avec la complicité de la France. D'abord, il faut revenir au Merzenne qui est fidèle à son personnage, fidèle aussi à son rôle, notamment de tortionnaire, de colonisateur aussi, notamment pour le Sahara occidental, et qui d'ailleurs partage beaucoup de similarités, beaucoup d'analogies avec son donneur d'ordre, son père spirituel qui est l'entité sioniste. D'ailleurs, beaucoup plus, jour où ça a été, enfin le centre de décision notamment politique a été délocalisé à Tel Aviv. Ceci étant, cela est un échantillon notamment de ce que vivent les peuples oppressés, que ce soit le peuple marocain, que ce soit le peuple du Sahara occidental, au quotidien notamment, et cela n'est justement que symptomatique effectivement d'un ras-le-bol. Il n'y a pas un jour d'ailleurs où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas un jour où il y a des événements et des incidents notamment, que ce soit du peuple marocain, que ce soit sur la normalisation par rapport à l'entité sioniste, mais aussi pour demander droit à la dignité notamment et à l'honneur. Donc, et puis j'aimerais aussi revenir sur le Merzenne dans son rôle aussi, outre ses frontières, et puis rappelons-le que lui aussi est un disciple notamment de cette stratégie de désinformation, de guerre de désinformation que l'Algérie aujourd'hui subit et fait l'objet, qui d'ailleurs est aussi le prix de ses positions notamment sur les causes justes, mais aussi sur notamment le projet qu'elle propose en matière, que ce soit pour l'Afrique, en matière de rayonnement, en matière de souveraineté, en matière de développement. Et
Et d'ailleurs, je prends aussi pour exemple l'incointance de Xavier Driancourt, qui déclare son amour, d'ailleurs au même titre que Le Pen, puisque, rappelez-vous, il l'a déclaré notamment dans une interview. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a, j'ai envie de vous dire, le vieil adage qui se rassemble, s'assemble, prend tout son sens, et pour une cause commune qui est celle justement de ternir, de salir l'image d'un pays, qu'on le veuille ou non, qui prend son ampleur, qui prend son envol par justement sa diplomatie vertueuse et bienveillante, qui prend son ampleur et son rayonnement par aussi ses actions, notamment que ce soit politique intérieure, chose qui ne parle pas trop pour la France puisqu'on est dans la politique fiction, et aussi dans sa diplomatie vertueuse, chose aussi qui ne parle pas trop à la France puisqu'on est dans une diplomatie populiste. Oui, absolument. Et bon, la France, en pensant soutenir le plan, ce qui est appelé le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, qui est un mythe, et qui, selon le président Abdelmadjid Tebboune, dans son discours devant le Parlement, a bien précisé, et c'est vrai, que cette idée de plan d'autonomie est née à Paris, en France. Donc la France, en soutenant ce plan, au détriment du droit international, puisque le droit international est très clair, le dossier du Sahara occidental, c'est un dossier de décolonisation, c'est le plaidoyer de l'Algérie. On choisit sur le Maroc, donc c'est une diplomatie assez curieuse. Je choisis le Maroc, je m'aligne, je vais avoir des affaires, et le président Macron est allé visiter aussi le Maroc, et je vais donc m'aligner ou je vais être contre l'Algérie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans les rapports entre les États au niveau international, ce n'est pas de cette manière. Il y a toujours des équilibres, il y a toujours des choix qu'on peut faire, surtout que la France a tout intérêt à maintenir ses relations économiques avec l'Algérie. Gamel parlait de cette dette abyssale, presque 3 000 milliards. 3 200 milliards. C'est énorme pour un État. C'est un pays qui ne va jamais se sortir avec cette dette, donc il a besoin de relancer son économie. Je voulais seulement revenir rapidement, Nouès, sur les appels au meurtre, parce qu'on a eu déjà des appels au meurtre qu'on a oubliés. Enrico Macias, chanteur français, a appelé à tuer les militants. À les dégommer. Oui, pour les dégommer. Dégommer, ça veut dire les tuer. C'est un appel au meurtre, il n'a pas été poursuivi. Il y a lui, Sarkozy, qui est le fils de Sarkozy, qui a applaudi les massacres commis par la mission Nissa Gaza. Il n'a pas été à tuer les députés de gauche aussi. Absolument. Mais il faut tous les tuer. Meir Habib, qui est donc ancien député ami de Netanyahou, le premier ministre sioniste israélien, qui a aussi applaudi le meurtre des Palestiniens. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est quoi cette justice à deux vitesses? C'est quoi cette justice qui poursuit les Algériens, et uniquement les Algériens soupçonnés d'avoir dit quelques mots, etc. Sur TikTok, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, y compris parmi les Français qui disent n'importe quoi. Parfois, c'est des plaisanteries, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est très maladroit. Mais pourquoi essentialiser uniquement les Algériens? Ça rentre, ça veut dire dans une stratégie très très claire pour cibler les Algériens, cibler la grande mosquée de Paris, M. Chemseddine Hafiz, lui-même qui a été attaqué, Madirza qui a été attaqué, et d'autres. Et le même Xavier Driancourt, que notre ami Gamel Abina, peut-être pas, on en parlera tout à l'heure, qui a aussi demandé à ce qu'on s'intéresse à la grande mosquée de Paris dans ce qui ressemble à une véritable stratégie. Gamel Abina, pourquoi est-ce que la France aujourd'hui couvre les violations des droits fondamentaux au Maroc? Elle couvre également la barbarie sioniste à Gaza. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une alliance coloniale? Oui, tout à fait. De toute façon, la tradition occidentale, pas seulement la France, mais des pays à l'époque qui s'étaient étendus dans le reste du monde depuis 400 ans, c'est la négation de l'humanité. On commence par ce postulat. C'est-à-dire que quelqu'un peut être tué parce qu'il n'est pas un homme. Et donc ce racisme scientifique qui a été consacré au XXe siècle a conduit à la mort de millions d'individus. Et il se trouve que la France, qui a une longue tradition coloniale, elle a commencé par l'Europe. Il ne faut jamais oublier que les Français sortent d'abord pour coloniser l'Europe, Napoléon. Et par la suite, le reste du monde se dit quoi? Se dit, on a des intérêts, parce qu'ils font ça par intérêt, pour les questions économiques. Et on peut continuer à s'étendre et à soutenir des régimes les pires qui soient. Je parle bien de régime, parce que le régime sioniste, c'est un régime, c'est pas une démocratie, pour arrêter la blague. Ce qui se passe au Maroc, c'est pareil. Les Français n'avaient aucune raison, je parle de M. Macron, n'avaient aucune raison d'aller aussi loin dans sa relation avec le Maroc. Il fallait juste faire une visite d'État, quelques investissements que les Marocains auraient acceptés, mais il n'était pas nécessaire qu'il aille jusqu'à dire, voilà, la reconnaissance du plan marocain, ce qui n'a pas de sens. Il est membre fondateur, je parle de la France, membre fondateur de l'ONU, donc les principes internationaux, il doit le respecter. Il ne l'a pas fait. Mais moi, j'ai envie de simplement dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs assez ridicules, pathétiques, comme le moustachu Lugan, qui nous sert une histoire revisitée, fasciste d'extrême droite.
On a le demeuré d'extrême droite, Driancourt, qui passe son temps à vomir sa haine de l'Algérie. C'est devenu un exercice tous les jours. Apparemment, il n'a plus de billets qui arrivent d'Algérie, donc il se dit ça vaut le coup de taper dessus. On a des gens qui ont une posture qui sent l'extrême droite. Et le problème, c'est que l'extrême droite, aujourd'hui, suinte par tous les pores de la peau. Ils ont réussi à faire un sondage récemment, auquel je ne crois pas, mais on va l'écouter, où ils disent qu'il faut tout faire, 80% des Français diraient qu'il faut tout faire pour dégager les Algériens de France. Oui. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu la population française parce qu'il n'y a pas de manifestation de masse en France de Français européens blancs, c'est comme ça qu'ils voient les choses, qui sont contre l'immigration. Ils sont pour les questions sociales et pas contre l'immigration. Et surtout pas algérienne. Mais c'est vrai que cette façon de pousser le curseur, ces acteurs ridicules, c'est vraiment, on a l'impression de voir des marionnettes qui répètent comme quand on voit sa tête à lui, on pleure, je veux dire. Plus qu'un marionnette, c'est un acteur. Mais il est ridicule. C'est-à-dire que moi, quand j'entends parler, avec son petit côté petit, oui, vous comprenez, là, ridicule, et écrit un bouquin contre l'Algérie. Bon, on se rend bien compte qu'il y a une offensive qui est menée par des acteurs ridicules, des pleutres, qui sont payés pour ça, qui se vengent sans doute d'une position de confort. Ils sont partout, dans tous les plateaux. Et qui sont sur tous les plateaux d'extrême droite. Ils ne sont pas reçus sur les plateaux. Européens, par exemple, Pascal Pro, notamment. Tout à fait, d'extrême droite. Mais ils ne sont pas reçus sur les plateaux, Dieu merci, de télévision nationale, publique. Et tant mieux. Ils sont reçus par des médias privés qui auront un contentieux avec l'Algérie. Oui. Un lourd contentieux. Je ne sais pas ce qu'a M. Bolloré avec l'Algérie. Ce qui est certain, c'est qu'il a un problème avec l'Afrique, avec cette histoire de port. Mais une chose est certaine, c'est que ces tristes cires commencent à influencer la décision politique. Ce sont des influenceurs, mais des influenceurs massifs. Parce que eux, c'est pas TikTok avec 2-3 imbéciles qui vont dire faut tuer des gens, ce qui est condamnable. Non, eux, c'est autre chose. Eux, c'est les médias de masse. Et les médias de masse, ça rentre dans la tête des gens. Moi, j'ai par exemple, du côté de ma famille, il y a une alliance, c'est un mariage mixte, et une des femmes qui est mariée avec un de mes oncles a des idées comme ça, mais c'est bizarre, mais vous n'êtes pas aussi violent qu'on imagine chez les Algériens. C'est-à-dire que dans leur tête, on est vraiment des gens violents. Oui. Moi, on m'a posé, je vous raconte une histoire qui est sérieuse, en terminale. J'ai un copain qui vient me voir, je ne donne pas son nom, européen. Et il m'a dit sérieusement, c'était extraordinaire, c'était délicieux. D'abord, il m'a dit, oui, mais toi, c'est pas pareil. On entend tous ça, on connaît tout, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on est tous des sauvages sauf nous. Et il m'a dit, mais explique-moi, gamin, comment se fait-il que vous, les Arabes, parce qu'à l'époque on était les Arabes, vous les Arabes, vous êtes violents, en pleine guerre du Golfe. Hein. Ben, c'est peut-être parce que quand on prend un coup dans la figure, on n'entend pas notre joue. C'est peut-être juste une réponse à de la violence. C'est-à-dire qu'on inverse la vapeur. On est agressé, on devient l'agresseur. Là, aujourd'hui, il y a une campagne anti-algérienne qui est violente. On est agressé, on devient agresseur. J'ai envie de dire que c'est monsieur. Orchestré. Mais orchestré. Quand monsieur Macron va dire je reconnais la souveraineté des machins, il n'avait pas besoin de le faire. Donc il place des éléments pour dégrader la relation à 3 mois d'une visite d'État officielle qui devait sceller une relation saine entre la France et l'Algérie. Ça rappelle 2005 avec monsieur Jacques Chirac. Ça veut dire qu'on a saboté cette visite du président Macron, du président Abdelmajid Tebboune, qui a bien sûr raison de l'annuler parce qu'il n'ira pas à Canossa. Il dit, parce qu'il n'y avait aucune utilité d'aller dans la France qui mène une campagne offensive. Christophe Roux, je reviens vers vous. La liberté d'expression en France aujourd'hui, elle est vraiment à géométrie variable. Mais alors, complètement, la liberté d'expression est totalement à liberté à géométrie variable, puisque, effectivement, lorsqu'on évoque certains sujets, quand on parle... Alors, juste un petit mot en aparté, parce que ça me faisait rigoler d'entendre Gamal Abina avec ce sondage, qui est tout à fait vrai. J'ai envie de dire à tous ceux qui... on croit à ce sondage que 80% des Français donc voudraient que les Algériens s'en aillent. Ok, chiche. Alors, l'état des hôpitaux, catastrophe. 15 000 médecins en moins. 15 000 médecins. Déjà que les hôpitaux, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières. Il y a des gens qui meurent dans les urgences, dans les hôpitaux en France. 2 filles qui sont mortes cette semaine. Oui. Une à Longjumeau, l'autre à Villeneuve-Saint-Georges, pour que les choses soient claires et que tout ça soit vrai. Dans les salles d'attente, dans les salles d'attente des urgences. Dans les salles d'attente, absolument. Dans les salles d'attente, ils ont attendu des heures. Évidemment, une jeune fille de 20 ans et de 26 ans. D'accord, ça se passe en France et c'est pas la première fois, ça s'est déjà déroulé cet été. Ouais. Alors la liberté d'expression. Alors, elle est valable que lorsque vous tapez contre les musulmans. Ça, il n'y a pas de problème. Le tapis rouge vous est dressé. Alors aujourd'hui, le petit plus, j'ai envie de dire, si vous êtes anti-algérien, alors là, c'est banco pour vous. Vous avez tout le tapis rouge, les honneurs, le gâteau et tout ce qui va avec. Enfin, voilà, cette liberté d'expression à géométrie variable commence à suffire. Mais les Français, je pense, ne sont pas dupes, se rendent compte de toute façon de ce qui se passe au travers de ces médias qui choisissent délibérément d'inviter et de donner la parole à cette extrême droite que l'on entend beaucoup trop en France. On a des gens de talent, j'entendais, je crois, Faisal tout à l'heure nous parlait de Jacques Chirac. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, Jacques Chirac doit se retourner dans sa tombe en voyant dans quel état est la diplomatie française. Oui, mais la faiblesse, Christophe, la faiblesse des acteurs politiques actuels, justement,
montre à visage découvert le manque de la grande diplomatie française de l'époque. L'époque de Jacques Chirac, qui était un fin diplomate et un excellent VRP. Attention, Jacques Chirac, quand il voyageait dans le monde, il ramenait des contrats mirobolants avec lui, peu importe où est-ce qu'il allait dans le monde. Et quand tu avais un Dominique de Villepin, qui, lors du Conseil de sécurité de l'ONU, 14 février 2003, on va dire, se dresse devant les États-Unis d'Amérique contre la guerre en Irak, ça c'était une diplomatie. Ça c'était une diplomatie française qui avait du poids. Maintenant, moi je vais te le dire, les chancelleries occidentales et même les chancelleries dans le monde sont en train de se moquer doucement, de ricaner sur l'état des relations qu'a l'Europe et la France en particulier avec certains pays d'Afrique. Et c'est ça qui est dommageable. Alors, messieurs, on arrive. Monsieur, excusez-moi, Christophe Roux, il va falloir qu'on arrête ce débat, puisqu'on n'a plus de temps, mais vous restez avec nous, Christophe Roux, pour notre dernière partie d'émission. Messieurs, merci pour ce débat. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show. Et pour cette dernière partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman, Assegas, Amegas. Bonsoir Nohed, Assegas, Amegas à tous. Et on célèbre donc Nariman le nouvel an Amazir Yenair. Alors oui, on entre dans l'année 2975. On célèbre donc à partir de ce soir d'est en ouest, du nord au sud, dans toute l'Algérie et pas que, aussi dans une grande partie de l'Afrique du Nord, le nouvel an Amazir, un héritage ancestral et une tradition populaire. Faisal, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en coulisses, vous le fêtez depuis votre plus jeune âge. Absolument, c'est l'Inaïr de 1975, ça veut dire que dans cette terre, ça fait presque 3000 ans qu'on célèbre cette fête. C'est une fête agricole, agraire, c'est la fête de l'abondance, de la fête de la solidarité, parce qu'à l'époque, quand il y avait de bonnes récoltes, à la fin de l'hiver, c'est pour ça que c'est en début janvier, on fêtait ça avec des pâtes, avec des repas, etc. Et c'est vraiment une fête nationale. Aujourd'hui, cette année, le HCA, au commissariat à la Mézérité, qui est une institution qui dépend de la présidence de la République, célèbre le Yinayel, comme on voit à l'image, à Timimoun, dans la région du Gourara. Oui. Et on parle de Qsor de Gourara. Et vous savez que le Qsor de Gourara, le Qsor d'Irzer, de Timimoun, etc., c'est des très bons Qsors à visiter pour les touristes. On les célèbre parce que dans cette région, il y a la langue zénète. Et vous savez, Narima, que dans le Tamazirt, il y a 13 variants. Vous êtes chaoui? Oui, il y a le Kabyle, il y a le Mouzabit, il y a le Sénat, il y a le Korandji, le Tamashaq, le Tergué, etc. Donc c'est vraiment un pays uni avec son peuple, dans sa diversité colorée, et la fête, c'est la fête de Yenaïr qui est classée, et ça c'est très important pour l'Algérie, elle est classée dans l'agenda officiel. Depuis 2016. 2016, la journée du dimanche 12 janvier est une journée chômée et payée. Ça veut dire que c'est vraiment une fête nationale. Exactement, on le fête d'ailleurs aussi ce soir sur le plateau d'Hebdo Show. Et comme vous le disiez, Faisal, le coup d'envoi des célébrations officielles a été donné à partir de Timimoun, où un riche programme a été mis en place par le Haut Commissariat à la Mazarité. Les autorités locales ont elles aussi mis tous les moyens pour montrer encore une fois l'attachement du pays à son identité millénaire. Alors au programme, diverses activités culturelles et artistiques ainsi que des conférences qui mettent en avant la composante linguistique et culturelle amazigh à travers le pays. Mohamed Hani, le député, était d'ailleurs sur place. Il avait vu, peut-être qu'il va nous rejoindre durant la soirée par Skype, on attend. On va revenir vers lui plus tard. Mais Faisal Matawi, comme vous le disiez, Yenaïr, ça reste un héritage culturel à la forte dimension civilisationnelle et qui contribue aussi à la fortification de l'esprit d'appartenance à la nation, n'est-ce pas? La nation algérienne, bien sûr, forte. D'ailleurs, à Timimoun, le commissariat à la Mazarité
va, je pense, ce soir ou demain, donner le prix du président. Parce que chaque année, le ACR C'est la organise... 5e édition, Faisal. 5e édition, j'avais participé par le passé à 2 éditions à Tamnarasset et à Gardaya. C'est le prix du président de la République pour la culture et la langue amazigh. Oui. Aujourd'hui, la langue amazigh est une langue nationale. C'est une langue qui est enseignée à l'école. C'est beaucoup de réalisations. C'est une langue nationale et officielle. Officielle aussi. C'est une langue qui est aussi présente à l'université. Il y a un grand département d'études de langue amazigh à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Et donc, il y a beaucoup de réalisations dans ce domaine. On est très loin des époques où il y avait cette revendication identitaire et qui parfois a été manipulée, parce qu'on parle des manipulations de l'extérieur. Là, le Yennaïr est national, célébré par tous les Algériens, célébré dans le faste. Et ce prix du président de la République, je pense qu'il est très important parce que ça encourage la recherche et ça encourage l'écriture de la littérature amazigh, parce que la littérature amazigh est très millénaire. Il y a des contes, il y a des chants, il y a le Hachouir en Kabylie. Et d'ailleurs, l'Algérie voudrait aussi classer la robe kabyle parmi le patrimoine, la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, après avoir classé la Melh Fachaoui et également la Gondola de Constantine. Donc c'est un renforcement de l'identité, c'est un renforcement de l'unité entre le peuple algérien, et cette fête où il y a le couscous, il y a les gâteaux, il y a les bonbons, comme on le voit ici dans le studio, est une manière aussi de célébrer cette vie en commune. D'ailleurs, les célébrations ne s'arrêtent pas à Timimoun. À travers les 58 wilayas du pays, plusieurs événements ont été organisés, notamment le marché de Yennaïr, ici à Alger. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le visiter, qui ouvre ses portes aux visiteurs pour la 2e fois. Donc, c'est une fête populaire, mais qui constitue aussi un facteur de raffermissement de l'unité nationale Mahdi, lorsqu'on sait que plusieurs partis essayent de diviser ce peuple. Écoutez, c'est une fête qui rassemble, c'est une fête que tous les Algériens apprécient et qui fête en famille. La preuve, c'est que demain, c'est férié et que l'État algérien a fériérisé ce jour. Donc demain, on va tous se retrouver en famille pour discuter, rigoler, manger et célébrer cette fête qui est importante dans le parcours de l'Algérie, dans le parcours de l'Afrique du Nord. C'est une fête de rassemblement et c'est une fête aussi, je pense, pour toutes les populations nord-africaines. C'est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Voilà, de connaître nos racines. C'est important de fêter nos racines, de fêter notre histoire. Voilà. Et cette fête est justement une belle, un beau retour à notre histoire. Vous faites si bien de le dire parce que le président algérien Abdelmajid Tebboune a d'ailleurs réaffirmé ce que vous venez de dire, Mehdi Reza, dans un tweet publié plus tôt ce matin. On le voit à l'écran. Je vais faire une petite traduction. Alors, il dit, à l'occasion du Nouvel An amazigh, je souhaite à tous les Algériens et à toutes les Algériennes à l'intérieur du pays et à l'étranger d'être comblés de bienfaits. On l'a vu, l'État algérien consacre la diversité culturelle foisonnante du pays et affirme aussi avec son peuple son attachement au patrimoine matériel et immatériel et à la nécessité de sa protection et de sa promotion à l'international, n'est-ce pas, Abadis Reneza? Tout à fait. Je rebondis dans ce qui a été dit. D'abord, c'est Gazamgaz. Et vous savez, l'Algérie qu'on aime, c'est ça. C'est cette Algérie forte de sa diversité culturelle, de sa richesse et sa composante sociétale, où qu'elle soit, du nord au sud, d'est en ouest. Et c'est ce qui fait la force et la cohésion, notamment qui plus aujourd'hui, plus que jamais, puisque c'est un défi. Et aussi, vous savez, moi ce matin, j'ai été avec Gamal flâner un peu dans les rues d'Alger. On a été à la Grande Poste où effectivement on a... Un marché. Non mais au-delà de l'événement lui-même, on a constaté une espèce de communion des Algériens. C'était dans la joie et la bonne humeur, dans la gaieté, dans la fraternité, dans le plaisir justement de partager des selfies, des photos, et puis surtout partager sa culture profonde. Et c'est ce qui reflète cette Algérie. Et de savoir d'où l'on vient. Tout de à savoir fait. ça, c'est quelque chose d'ancestral. Comme on a dit, ça fait pratiquement 3000 ans. C'est nos racines, c'est les racines de l'Algérie. La civilisation d'ailleurs, moi j'irais plus loin, c'est la civilisation, c'est ça, la civilisation algérienne. Et donc cette richesse culturelle fait qu'aujourd'hui, nous devons la perpétuer. Et je rejoins Faisal, moi aussi, symboliquement avec mes enfants, on tient à la fêter. Et d'ailleurs, à l'étranger, au sein de la communauté nationale, c'est aussi le même mot d'ordre. Mais ce sont des efforts qui portent leurs fruits, notamment à l'UNESCO.
Absolument. Vous savez, l'Algérie, pays continent, à travers cette richesse culturelle, c'est aussi une richesse de patrimoine qui est connue et reconnue d'ailleurs par l'UNESCO et qui aujourd'hui fait la fierté notamment de l'Algérie. Une Algérie d'ailleurs qui s'inscrit dans une dynamique touristique. Et quoi de mieux que justement exposer cette richesse, cette profondeur, cette culture, cet état d'esprit de l'Algérie ouverte, l'Algérie qui cohabite, l'Algérie du vivre ensemble. C'est le facteur de cohésion. Le Yenaël n'est pas un facteur de division. Au contraire, ça rassemble les Algériens. J'ai été dans le marché que vous avez évoqué à la Grande Poste l'année passée, cette année. C'est vrai que c'est vraiment un moment festif. On voit du couscous qui vient de l'Arwat, qui vient de Temimoul, qui vient de Redaya, comme on voit à l'image. Le couscous qui vient d'Alger, qui vient de Médéa, de Constantine, d'un peu partout. Parce que c'est une fête d'abord qui rassemble les Algériens. Et ça confirme que ce pays est un pays vraiment ancré dans la civilisation et dans l'histoire. On a parlé de 3000 ans. 3000 ans qu'il y a le couscous, qu'on fait des gâteaux, etc. Donc c'est pas un pays qui a été trouvé parce qu'il y avait une colonisation qui est venue avec son armée pour massacrer les Algériens, leur voler leurs terres, les spolier et détourner leurs trésors. Et qu'après on dira, oui, avant 1962, avant 1830, il n'y avait pas de nation, il n'y avait rien. Non, il y avait des palais, il y avait des jardins, il y avait des Algériens qui célébraient, il y avait du folklore, il y avait des contes, il y avait des chants, il y a des civilisations. Yenaël est vraiment la confirmation de ça. L'Algérie est un pays, est une nation qui est très très ancienne et qui a contribué à la civilisation humaine et elle continue de le faire. Juste un petit complément, j'aimerais aussi rappeler que ce type de célébration, je dirais sacralisée, sanctuarisée pour l'Algérien, ce sont aussi des occasions, des opportunités de transcender les Algériens. Qui plus est, à une période encore une fois de grands défis. C'est important de le rappeler, d'une part. Et donc, et ça nous renvoie aussi sur les piliers de l'Algérie. L'Algérie, elle a 3 piliers, son arabité, son amazérité et donc son islamité. L'africanité aussi. Son africanité, oui. Cet équilibre fait qu'aujourd'hui, cette Algérie est forte, rayonnante. Pour revenir au tweet du président, Abdelmajid Tebboune a cité les Algériens vivant à l'étranger, qu'il a souhaité d'être comblés de bienfaits. On le sait, la communauté algérienne établie partout dans le monde reste très attachée à sa culture, à son patrimoine, mais surtout à sa mémoire. D'ailleurs, l'axe mémoriel reste l'une des plus importantes priorités de l'Algérie. Les artistes et les intellectuels algériens du pays et aussi d'ailleurs s'y intéressent. On écoute ce jeune acteur et réalisateur algérien qui vit en France. Il s'appelle Lies Kawa. Il a participé au colloque Cinéma et Mémoire. Il nous parle justement de l'intérêt de la jeunesse pour la recherche historique et mémorielle. On regarde. Alors, comme vous l'aurez sans doute remarqué, en France, la jeunesse de plus en plus s'intéresse à la mémoire algérienne. Parce qu'en France, elle est très mal transmise par les autorités, l'école, etc. Donc les jeunes, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, etc., on peut voir fleurir des vidéos ou d'anciennes vidéos d'archives de René Vauthier qui sortent sur TikTok, des choses comme ça. Et donc moi, ça m'a donné l'idée d'adapter le roman de Mustapha Boudina, Rescapé de la guillotine, en biopic pour le cinéma. Et la particularité de cette histoire, c'est que c'est une histoire algérienne, mais qui se déroule sur le territoire français, parce que Boudina, ses activités au sein du FLN, elles ont été quasi exclusivement faites en France, dans la région de Saint-Étienne. Et ensuite, elle a été enfermée au Fort Montluc à Lyon, ville d'où je viens moi-même. Et c'est une histoire très puissante et aussi très cinématographique. Donc j'ai eu l'idée d'adapter son roman Rescapé de la guillotine en long métrage cinéma. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté justement à l'organisation que l'État a fait à Cinéma Laurasie sur cinéma et mémoire. Et ils ont parlé de soft power et je pense que c'est un élément, un pan à développer. Parce que la jeunesse aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les séries, les plateformes, etc., des documentaires un peu poussifs, poussiéreux peut-être, ça les accroche moins que plutôt une série ou un film biopic. Donc je pense que ce sont des médias qui justement accrochent les jeunes et qui les accompagneront dans cette envie de connaître plus leur histoire.
souvent, dans les médias français, on assiste à des contre-vérités, de la désinformation au sujet de ce qui s'est passé, le nombre de morts, etc., que la France a causé. Et je pense que ça participera à rétablir du dialogue et aussi une certaine forme de vérité quant à l'histoire commune de l'Algérie et de la France. Et Mahdi, je me tourne vers vous à présent. Lors de son voyage en Italie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a visité la prison où le roi Numid Jugurtha a été emprisonné. Exactement, et d'ailleurs il faut remercier l'Italie pour ça, pour le respect de nos traditions, le respect de notre histoire, le respect de nos ancêtres. Et justement, le président, lors de son voyage, est parti, a voulu rendre visite à la prison où le roi Numid Jugurtha avait été emprisonné pendant la période. Et c'est très très important que justement on respecte l'histoire de l'Algérie, de la Numidie, de l'Algérie, et qu'on respecte l'histoire des Algériens. Et donc le président avait beaucoup apprécié ce geste de la première ministre italienne et du président italien et lors de son voyage d'État. C'est à souligner, à noter et justement à dire pour que les gens le savent. Parce que Jugurtha est apparu, pour nos amis qui nous suivent, est apparu dans le film de Ridley Scott. Je sais que vous avez vu le film Ridley Scott Gladiator 2. C'est la première fois qu'on voyait Jugurtha dans un film américain et on le voit effectivement, roi Numide, qui a été donc justement à l'époque romaine, qui avait contribué. Donc c'est pour ça que les Italiens savent exactement que Jugurtha avait contribué. C'était pas un sauvage comme c'est montré dans certains livres néocoloniaux. Alors, avant de vous redonner la parole, Nariman, je voudrais qu'on retourne du côté de Paris où se trouve encore Christophe Fro, qui est encore avec nous. Christophe, on sait que vous êtes marié à une Algérienne. Est-ce que vous célébrez Yennayer à la maison? Alors, regardez, voilà, c'est clair. Encore une fois, Asgoas Amgaz à tout le monde, évidemment, qu'on célèbre, il est important, et comme le rappelait, je crois, Mehdi, il est important que l'Algérie s'imprègne de son histoire, que le peuple algérien puisse être représenté dignement par sa berbérité, son arabité, son islam. C'est toutes les traditions qui doivent perdurer. Demain, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est un jour férié et chômé. Évidemment. En effet. 12 janvier, oui. D'accord, donc souhaiter évidemment la nouvelle année à tous les Berbères à travers toute l'Algérie, à travers tous les différents coins d'Algérie, avec ces célébrations magnifiques qui ont eu lieu notamment à la Grande Poste à Alger, mais un petit peu partout dans le pays. J'ai une pensée évidemment, puisque vous y référence, Nouhed, à un village en particulier dans la Grande Kabylie qui s'appelle Egergel Miman. Et voilà, c'est toute la famille, évidemment, toute la belle famille qui est là-bas, à qui j'adresse mes vœux pour cette nouvelle année berbère. Il est important, en tout cas, pour un pays comme l'Algérie, de perdurer avec son histoire, avec ses traditions, avec son couscous, au fameux 7 légumes ce soir, évidemment. Donc, encore une fois, l'Algérie se grandit, s'honore, en perdurant ses traditions. Elles sont importantes et ça fait la richesse de ce grand pays qui s'appelle l'Algérie. Justement, on revient par rapport à l'histoire de l'Algérie qu'on doit faire perdurer au propos de l'acteur et réalisateur algérien Lies Kawa. La mémoire reste donc un élément important de la construction nationale, mais aussi de l'ancrage culturel et civilisationnel, Gamal Abidin. Tout à fait, il a fait référence à René Vauthier, qui est un homme réalisateur aussi, qui avait fait un film très intéressant à l'époque, où il expliquait qu'avant l'arrivée de la colonisation barbare, parce qu'il faut appeler ça pour ce que c'est, les Algériens étaient éduqués à 80%. Il y avait des madrassas, les mosquées donnaient des cours, on savait tous lire et écrire. Au départ des Français, 90% d'analphabétisation. Donc ils ont construit des écoles, mais on sait que ce n'était pas pour les Algériens. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que, moi j'ai envie de dire que quand on était ce matin au marché, c'est très coloré, c'est très joyeux, festif, tout le monde a le sourire, des selfies partout parce qu'effectivement c'est spectaculaire, mais en même temps, l'Algérie se réconcilie avec elle-même. Il y a plusieurs strates identitaires. Hein. C'est un pays qui a été énormément traversé de différents peuples, différentes cultures, et c'est ce qui fait la richesse du pays. C'est-à-dire que valoriser la diversité, c'est renforcer la puissance d'une nation. Et en l'occurrence, tout comme la France, d'ailleurs, pour l'exemple de la France, les Bretons n'ont rien de commun avec les Catalans, qui n'ont rien de commun avec les Corses, pour aller à l'extrême, et pour autant, ça fait une grande nation puissante. Et bien l'Algérie doit valoriser cette culture parce qu'on a tourné trop longtemps le dos à la culture amazigh berbère, au profit d'un panarabisme qui était triomphant à l'époque, mais aujourd'hui, on se réconcilie avec nous-mêmes.
Pourquoi? Parce que d'autres agents de l'étranger auraient voulu utiliser cette faille pour casser le pays. Ça ne fonctionne plus. Et moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs, je vais vous dire pour la première fois, Azguez Miguez, donc je ne sais pas le français. Je ne connais pas le berbère, mais ce qui est certain, c'est que j'ai envie de valoriser cette culture, parce que c'est ce qui fait la force du pays. Et je rappelle quand même que dans la résistance algérienne, une grande partie était berbère, une autre partie était peut-être africaine ou arabe, mais l'Algérie, c'est un tout, c'est pas divisé. Mais on a tous du sang berbère, peu importe d'où on vient en Algérie, on a tous du sang berbère. Et on a tous par la rapport même à la mémoire. Vous parlez du sang berbère, allez-y, désolé, je vous ai... Non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça compte. C'est juste, je vais dans le sens de Gamal, de mon collègue, et voilà. Parce qu'on a tenté à un moment donné de jouer sur ça, comme disait Gamal, de jouer sur la division. La division, sur les Amazirs. Et l'Algérie est unie, est indivisible. Indivisible. C'est ce que n'arrête pas de répéter le président de la République. L'Algérie. C'est qu'on doit être unis et indivisible envers... Bien sûr, et l'Algérie est belle dans sa diversité. Parce Tout à qu'on fait. parlait de couleurs, parlait de tradition. Le couscous, vous savez, l'animal qu'il y a presque 100 recettes de couscous en Algérie. Le couscous qui est classé, c'est vrai que c'est un patrimoine maghrébin partagé, classé par l'UNESCO. Il y a eu un couscous géant hier à Alger, effectivement, c'est en Kabylie, on parle de couscous. On m'invite jamais pour ça. Mehdi n'est pas invité pour le couscous. Alors, que pour les problèmes. Dans la région. C'est toi qui as fait, c'est toi qui as dit. On m'invite jamais pour les beaux trucs. L'invitation est lancée. Donc, le couscous dans la région des Aurès, dans la Kabylie, dans la région de Rdaï, etc. est très varié. Et ça confirme effectivement cette richesse de la diversité culturelle algérienne. Je voulais rebondir, si vous me permettez, sur les déclarations de Lies Kawa, dont je connais le père. Le père, c'est Mustafa Kawa, qui est un journaliste. C'est très important parce qu'il parlait du colloque qu'on a vu. Il y avait des images du colloque, mais Cinéma et Mémoire, qui a été organisé par le ministère de la Culture et des Arts à l'hôtel Horaci. C'est très important aussi parce que le moment est venu, 60 ans, presque 110 ans après la révolution du 1er novembre, de commencer à écrire nos images, à écrire et à documenter. René Bottier, vous avez raison, Gamel, René Bottier a produit un film qui a permis au monde entier de voir les horreurs de la colonisation française. C'était l'Algérie en flammes, en 1957 et 58. Et donc ça a permis, parce que le cinéma algérien est né dans le maquis. Film qui a été censuré, il faut le rappeler. Censuré pendant très longtemps, même la bataille d'Alger, qui a été produit par Ponty-Courbois, a été censuré pendant très longtemps. Tout ce qui a trait, même les films récents, même les films récents par rapport à la guerre de libération nationale, comme le film de Ben Mehdi ou le film sur Fanon, Abdelnazar Saha l'image, sont aussi censurés en France. Ça veut dire qu'on n'a pas encore oublié ce passé colonial, d'où l'importance pour nous de produire nos images, d'écrire notre histoire à travers l'image, à travers la littérature, etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, des artistes comme Lies Kawa, il y en a beaucoup à l'étranger. Vous en connaissez, vous, beaucoup? Oui, j'en connais. Des personnes qui travaillent sur cette thématique. Très actives là-dessus, sur le dessin, sur la peinture, sur la réalisation. On a même fait un film. Oui, on a fait un film, un petit film court de 3 minutes, une fiction, pour parler du 17 octobre. Et ça a été diffusé à la télévision algérienne, on était assez fiers. J'ai envie de dire simplement, pour répondre à votre question tout à l'heure, parce qu'il faut compléter la question, à savoir, est-ce qu'on doit se réapproprier son passé? Un mot, juste pour les demeurer, j'ai bien les appeler comme ça d'extrême droite, qui disent que l'Algérie... C'est le mot de la il faut être un peu simple. Hein. Non, mais simplement de dire que quand on dit que l'Algérie a été fondée en 62, ce qui est un parfait ridicule, hein, parce que le mot Algérie vient de Alger, Jazaïr, bref, tous les mots qui commencent par AL sont les mots arabes. Mais bon, on met ça de côté. La cité Sirta, comme mon collègue Constantine, est une des plus vieilles cités au monde. Ouais. Alors déjà, quand on fonde une des plus vieilles cités au monde, on peut envisager qu'il y a un État-nation. La France n'existait pas, la Gaule n'était pas constituée, que Cirta existait. Donc il faut vraiment déconstruire ça. Et pour y parvenir, il y a un film qui a été censuré par défaut de distributeur. C'est une méthode de censure. C'est un film magnifique qui s'appelle Héliopolis. Vous connaissez, qui est magnifique. Voilà. De Jafar Gassem. Qu'on a reçu à la radio. Et bien ce film-là, qui est vraiment, il répond à tous les standards hollywoodiens, avec de l'humour, de l'action, des séquences, film, et qui touche au cœur à la fin quand on voit. Et bien ce film-là n'est pas distribué. Et ça, c'est une façon de censurer, parce qu'un distributeur, c'est essentiel. Si vous avez 3 copies contre 300 copies, c'est pas le même résultat en termes d'audience. Parce que le film de Jafar Gassem, Héliopolis, montrait un crime colonial. C'est des fours à chaud d'Héliopolis dans la région de Guelma. Et c'était dans ce film, c'était la première fois dans un film algérien, on voyait comment les colons français participaient avec les soldats français à assassiner les Algériens. Le nombre de morts est de 45 000 morts. C'est également un génocide. Parce qu'en France, on n'aime pas trop parler de génocide. Ils ont tout de suite réagi aux déclarations du président Tebboune, qui a raison, parce qu'il y avait des boucheries, il y avait des génocides. Ce qui s'est passé à Héliopolis, également en 8 mai 1945, c'est un génocide aussi. Justement, Mehdi Rezal, est-ce qu'on peut dire que la culture aujourd'hui est un outil pour rassembler la communauté nationale à l'étranger? Écoutez, je m'en prends plein la figure, parce que justement, j'essaie de rassembler, j'essaie à mon tout petit niveau,
de rassembler des gens de culture à l'étranger pour discuter de l'Algérie nouvelle et des perspectives que peuvent donner l'Algérie nouvelle. Et pour ça, je suis accusé de tout et n'importe quoi. Justement, j'ai vu dans un article, je suis même accusé de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc, ils ont compris alors. J'ai tout fait. C'est moi, voilà. C'est moi qui ai tué. Accusé d'être derrière les incendies en Californie. Voilà, c'est moi. JFK, c'est moi. La zone 51, c'est moi. Héliopolis, tout c'est moi. Tu vois ce que je veux dire et donc oui, la culture est un vecteur. La culture est une force. La culture et surtout algérienne avec sa diversité est une arme redoutable, entre guillemets arme, je précise, pour les personnes qui ont... arme intellectuelle aussi. Voilà, puisqu'il y a des gens qui ont un niveau intellectuel assez bas, donc ils vont dire comme quoi je prêche la violence en disant arme de culture. Et donc c'est très important de donner du poids à cette culture algérienne qui est riche et qui est très développée. Malheureusement, on a toujours des personnes qui essayent de nous copier ou de nous invectiver par rapport à notre patrimoine, notre richesse. Mais l'Algérie est grande et l'Algérie arrivera toujours à défendre ses intérêts, quels qu'ils soient, culturels, économiques, sociaux. Faisal Mataoui, les artistes algériens, est-ce qu'on peut dire... Il y a Badis qui essaye de parler depuis tout à l'heure. Allez-y, Badis. En fait, justement, Mehdi me tend la perche parce que c'est exactement le sujet sur lequel je voulais rebondir. C'est qu'il faut revenir aussi aux actions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en matière de diplomatie, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, culturelle. J'y viens. Bravo, Badis. J'y viens. Et aussi culturelle. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été menées suite justement au hold-up culturel de certains pays hostiles, et notamment le Merzen, pour ne citer que lui, dans lequel on a monté des dossiers qui seront maintenant sur la table de l'UNESCO notamment, que ce soit sur l'art culinaire algérien, on en parlait tout à l'heure du couscous, il s'avère que certains l'avaient inventé. C'est maghrébin. C'est ça. Les vêtements. Aussi vêtements vestimentaires, sur le caftan, sur pas mal de choses. Donc, et ça s'inscrit dans Saïd Moussi, Badis, notre ancien ambassadeur à Paris, a énormément aidé le développement de la culture, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, d'accord, parce qu'il faut être juste et intègre. Saïd Moussi, qui était ambassadeur d'Algérie à Paris, a mis énormément de moyens et a mis énormément de sa personne pour la réussite de l'Algérie à l'UNESCO et pour on va dire la renaissance de la culture à Paris algérienne. Et c'est très important, et ça c'est sur instruction du président de la République qui a ordonné à tous ses chefs de poste, ses chefs, ses ambassadeurs et ses consuls, donc les deux, en mettant l'index sur la culture. C'est très important aussi. Ce point-là. Il faut également parler des artistes qui sont des ambassadeurs itinérants de la Nouvelle-Algérie. Absolument, vous avez raison, et Mehdi aussi a raison, parce que la diplomatie culturelle est importante aussi de nos jours, et c'est vrai que les représentations diplomatiques algériennes, et ça je le sais, ont joué un grand rôle pour que le dossier de l'habit féminin et les bijoux du Grand Est algérien soient classés par l'UNESCO. C'était une véritable bataille, qui a duré des mois et des mois, parce que Badis parlait de l'État voisin qui a voulu torpiller du notamment Khoftan al-Qadi, de la Gandora et de la Melfa, etc. Et l'Algérie actuellement est en train de travailler sur un autre dossier qui est tout aussi important, c'est le dossier du Malouf de Constantine. Il y a un travail de recherche qui est fait actuellement et que ça va durer. Il y a aussi le dossier la tenue kabyle, la robe kabyle, etc., avec ses bijoux. Et le zillage aussi. Je sais qu'on va nous tirer dessus par rapport à ça, mais le zillage, et encore une fois, il faut le rappeler, les historiens le disent, est algérien. Donc effectivement, la diplomatie algérienne, Mehdi a raison, et l'action diplomatique est très importante dans ce travail, parce qu'il faut connaître les coulisses de l'UNESCO. Ce n'est pas du tout facile d'imposer ou de convaincre les experts sur les dossiers. Très bien, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Avant de se quitter, je vous propose de regarder ces quelques images. Alors, l'Agence nationale d'édition et de publicité, ainsi que la chaîne Al24 News, mesdames et messieurs, vous souhaitent Asgas Amagas une très bonne année à Mazir. Merci à toute l'équipe d'avoir été là ce soir. Merci également à toute l'équipe qui nous aide à la réalisation de cette émission. Merci à tous. Tous les techniciens, toutes les personnes en studio qui font un travail formidable. Toute la famille Al24. Pour nous mettre dans des conditions optimales pour travailler. Alors, et je tiens également à remercier notre caricaturiste. Il y avait des caricatures qui défilaient tout à l'heure. Mounir Abi, qui fera plus souvent des caricatures pour nous, dépendamment des sujets qu'on abordera. Voilà. Je demande donc à la régie de passer les images qui sont censées passer à l'instant. Très bonne soirée, mesdames et messieurs. Très bonne année, encore une fois. Au revoir.